Très bien. Bonjour à tous. Merci Paul de venir à cette session pour nous présenter, enfin pour nous parler de la data validity et nous parler de Kive. Donc Si tu- d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a quelques validateurs que je connais dans l'audience, plus quelques personnes que j'ai déjà vues sur quelques chats. Donc moi, c'est Paul. Je suis Head of Ecosystem à Kive. Ça va faire maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans que je travaille chez Kive. Kive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Data Validity Layer, un Decentralized Data Lake ou plein d'autres noms, un Roll-up as a Service en fonction de comment on veut l'utiliser. Mais je vais un peu plus creuser le sujet après. Donc pour parler un peu de Kive, je vais vous parler avant un peu de moi. Comment j'ai commencé dans l'écosystème, d'où je viens, c'est quoi mon parcours. Donc j'ai commencé en tant que Binance Angel, je pense que vous êtes tous familiers avec Binance, pour aider à gérer la communauté locale française. Donc je me suis un peu, beaucoup impliqué avec Binance à mes débuts. Et j'ai commencé à creuser un peu plus le côté tech, on va dire, suite à ça. J'ai travaillé ensuite avec un projet français qui était d'abord basé sur Polkadot, qui vient d'annoncer dernièrement, sans citer de nom, qu'ils allaient passer sur Ethereum en utilisant de la data availability sampling, donc DA, d'Avail. Ceux qui suivent un peu l'actualité francophone reconnaissent mon projet. Dans le même temps, j'ai commencé à travailler chez Kive en tant que community manager, c'est ce qui était mon boulot de base. Mais je me suis vite encore plus intéressé à l'aspect technique et à l'aspect added value, en gros, sur les protocoles existants et les protocoles naissants. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler chez Kive. Kive, comment ça a commencé? Je pense que l'important, c'est de comprendre que Kive, c'est un produit qui a commencé en étant un bounty. Donc un bounty, c'est une sorte de quête, en quelque sorte, entre Parity Foundation, qui est derrière Polkadot, et Arweave, qui est une solution de storage décentralisée. Et l'idée, c'était comment on peut apporter les datas historiques de Polkadot sur Arweave de manière décentralisée, sans perdre la validité de ces datas. Kive est né de ce bounty. Et suite à ça, a été pitché à d'autres Layer 1, donc Solana, Avalanche, NIR, Mina, Aurora, Celo, qui était une Layer 1 à l'époque, pour leur montrer l'utilité de Kive. Et toutes ces Layer 1 ont investi dans Kive, et ensuite Kive a commencé à fleurir en tant que compagnie. Donc ça va faire bientôt 1 an qu'on est en mainnet, dans 9 jours exactement. Euh, Nous, notre but principal, en fait, c'est d'assurer la validité des datas, qu'elles soient Web 2 ou Web 3, entre une source de data et une solution de storage décentralisée. Pourquoi? Est-ce que déjà il y a des questions avant que je me lance dans mon explication dithyrambique? On est Alors bon? peut-être Pas de qu'il y en questions? aura par la suite, on les Pas de récoltera au questions fur et à pour le mesure. moment. Parfait. Comme vous pouvez le voir en fait sur le schéma là, j'ai pris un schéma avec une chaîne A. Donc en fait cette chaîne A, quand il va y avoir des blocs qui vont être produits, elle va produire en fait un historique de data, des states. Et en fait ces data dans le monde des blocs blockchain proof of stake, vous n'êtes pas incentivalisé pour les garder. Ouais, c'est bon. Vous n'êtes pas incentivalisé pour les garder, donc en fait ça lead à la centralisation des data historiques. Comment ça fonctionne? Alors, vous allez avoir une infrastructure compagnie qui va avoir un business model qui va dire, OK, moi, je vais runner des archival nodes, full archival nodes avec la blockchain pour la blockchain A, et je vais monétiser ces datas. Donc, en gros, le consumer va payer pour accéder à ces datas. Vous allez avoir sinon, je crois qu'on a un bébé qui pleure. Je ne sais pas si ça dérange pendant l'explication. Sinon, vous allez avoir des public good infrastructures qui vont être maintenues. Donc, en gros, la chain A va fund, en gros, des infrastructures public good, donc qui vont servir ces datas de manière gratuite ou de manière payante pour runner l'infrastructure. Donc, en quelque sorte, vont incentiviser les infrastructures providers à maintenir ces datas historiques, ces full archival nodes. Le problème, c'est que en fait, quand vous êtes vous un user, donc on va prendre le data scientist numéro 1 ici, il va query ces data d'un full archival node d'un validateur, par exemple, qui va être granté par la fondation de la chaîne A, et va prendre les data. Pour ça, il va payer des dollars pour avoir des data. Le problème, c'est que comme il fait une query
seul validateur, il ne peut pas s'assurer que les datas soient correctes parce qu'il n'a pas un double checking. Alors, vous allez me répondre qu'en théorie, une blockchain doit avoir des datas qui sont déterministiques. C'est vrai. Mais en fait, toutes les datas sur une blockchain n'ont pas l'obligation d'être déterministique, c'est-à-dire d'être 1 ou 0, pour influencer sur le hash de la transaction. Ça dépend de chain, mais sur des Cosmos chains, ça arrive que des data historiques ne soient pas déterministiques. C'est-à-dire que si vous faites une query à un RPC endpoint ou à un autre RPC endpoint, vous n'allez pas avoir le même résultat sur notamment l'amende que vous aviez sur votre compte. Ce qui peut être problématique si vous voulez faire, vous déclarez vos taxes, je vous le conseille de le faire, même si certains ne le feront pas, mais ça peut être problématique pour ce cas d'usage, ou si vous voulez faire du data analytics, ou si vous voulez construire un produit en top de ces data, type un Explorer. Dans le cas numéro 2, ce que vous pouvez voir, c'est que le Full Archival Node qui sert pour l'Explorer a les datas qui sont correctes. Donc, les datas qui sont servies pour l'Explorer sont correctes. Donc, Bob, l'utilisateur final qui va se servir de ces datas, va avoir des datas correctes. Mais il aura de la chance parce que ces datas seront correctes. En fait, à chaque fois que vous utilisez des datas qui n'ont pas été validées de manière décentralisée, vous avez quasiment une chance sur 2, ou si ce n'est un peu plus, d'avoir des datas soit qui soient correctes, soit qui soient incorrectes. On a fait un test avec plusieurs explorers sur Cosmos. Vous pouvez reproduire le test vous-même. Sur ces quatre différents explorers, on n'avait pas le même résultat pour chaque bloc, en fait. Ce qui prouve en fait que les datas sont pas consistantes en fonction de là où vous piochez vos datas, ce qui est un problème à long terme. Donc c'est un peu l'idée qu'il y a derrière Kyve, c'est comment on assure que en fait les datas qui sont servies à l'utilisateur final et même qui sont servies pour une solution d'accounting, donc de taxabilité ou un indexeur soient correctes et que toutes les datas utilisées dans l'écosystème soient redondantes et soient les bonnes datas. Donc c'est avec cette idée-là qu'est né Kyve. Toutes les chaînes Proof of Stake ou Delegate Proof of Stake, qui sont la majorité des chaînes, ont cet issue parce que en fait le fait de garder des datas historiques n'est pas incentivé. Donc vous pouvez le voir avec EIP 4444 sur Ethereum, qu'en fait ils veulent supprimer les datas historiques, erase les datas historiques pour pousser plus de validateurs à join, ou avec EIP 4844, je vais essayer de la faire en français celle-là, où il va avoir les blocks qui vont être en fait sur le network pendant 18 jours, et ensuite, suite à ça, les blocs ne vont pas être storés sur la blockchain. C'est-à-dire que ces datas historiques, on ne les conserve pas, et on considère que c'est le travail des Layer 2 de conserver ces datas historiques, donc de maintenir les infrastructures pour ça, ce que très peu vont faire en étant très transparents, et on voit déjà que ça commence à poser problème, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande, mais qui va storer ces datas? Donc voilà un peu la problématique où on en est avant Kyve. La question, du coup, pour ceux qui ne sont pas familiers, je vais prendre l'exemple de Arweave parce que c'est ce qu'on utilise actuellement chez Kyve pour storer les datas de manière permanente. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Arweave, c'est une solution de storage décentralisé qui vous permet de garder les datas pour un temps donné. Donc, si vous voulez en apprendre plus au sujet de Arweave, il y a le white paper de Arweave qui est très complet en termes de mathématiques et le yellow paper de Arweave qui est aussi très complet en termes de mathématiques. Mais en gros, le modèle de Arweave, c'est que quand vous uploadez une pièce de data, cette pièce de data va être dispersée à travers au minimum 20 nœuds sur le réseau. Et donc, vous avez une redondance des datas qui est de 20 fois. Et vous payez avec un paiement upfront qui va en fait permettre de garder les datas pour 200 ans. Donc en fait, on estime que le coût de storage sur les prochaines années va encore descendre. Et en gros, vous allez payer un montant en AR token, qui est le jeton natif de Arweave, qui va être unlock au fur et à mesure que les nœuds prouvent qu'ils ont encore les datas dans la durée. Donc ça, c'est une solution qui permet de garder ces datas historiques de manière permanente. Donc il y a un système d'incentivization pour résoudre le premier problème. Il n'y a pas d'incentivization pour les full archival nodes. Maintenant, le problème, c'est, vous allez me dire, pourquoi je upload juste pas la blockchain X, le full archival node numéro 1, le full archival node numéro 2, le full archival node 3, 4, 5 sur Arweave, et j'aurai une copie de mes datas de manière permanente. Alors oui, mais vous aurez une copie de datas qui seront peut-être fausses, parce que vous n'avez pas garanti que les datas que vous avez uploadées ont été validées de manière décentralisée. C'est-à-dire que, en fait, je pourrais, dans l'exemple que j'ai là,
je vais avoir Bob qui va faire une simple query, donc il va chercher blockchain X, il va prendre la première pièce de data sur laquelle il tombe, oh, c'est celle de la full archival node 2, et ben il a des datas incorrectes à utiliser. Dans le second exemple, Alice va faire une query, elle va avoir de la chance, elle va tomber sur le full archival node 1, et elle va avoir des datas correctes. Sur le cas numéro 3, qui est Charlie, il connaît et il sait qu'il y a des datas qui peuvent être inconsistantes, donc il va faire 3 queries et il va se dire, OK, sur ces 3 queries, je vais avoir forcément une majorité. Donc il va prendre la majorité pour acquis, il va se dire, bon, OK, j'en ai 2 qui disent ça et la troisième qui me dit autre chose, donc je vais prendre le fait que j'ai 2 sources de data qui soient correctes et la troisième qui est fausse. Donc pas de chance, il y avait 2 sources de data qui étaient mal uploadées, il a des datas incorrectes à la fin. Sur le quatrième exemple qui est David, lui, il a query toutes les datas qu'il avait à disposition et par chance, il y a plus de data correctes que de data incorrectes parce qu'on va partir on va présumer qu'il y a plus de data qui vont être uploadées correctes qu'incorrectes du coup, il va finir avec les bonnes datas. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de boulot. Déjà, pour retrouver la même pièce de data pour tout le monde, il va falloir que ces datas, elles soient normalisées, qu'il les normalise si elles n'ont pas été normalisées pour avoir le même format de data. Et il va falloir qu'ils vérifient toutes les datas de leur côté. Donc, en fait, chacun d'entre eux va devoir le faire. La réalité est que la plupart des gens, quand ils font une query d'une pièce de data, ils font une simple query et ils vont pas s'amuser à vérifier ou à faire un double query parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils payent 2 fois si c'est en dehors de Arweave pour avoir la pièce de data, pour vérifier si une pièce de data est bonne ou pas bonne. Donc ça lead encore, en fait on a le même problème, c'est juste qu'on a gardé des datas de manière permanente sur une solution de storage décentralisé. On n'est pas sûr que les datas soient valides. Ensuite, on entend beaucoup parler des provenance layers. Donc, qu'est-ce que c'est un provenance layer? C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Je crois que Polygon en a lancé un. On a Iris aussi sur Arweave qui en a lancé un. Donc, en fait, un provenance layer, ça va juste vous dire, OK, ces datas viennent bien du blockchain X maintenu par la fondation de blockchain X. Et c'est bien ces datas-là qui ont été storées sur Arweave. En gros, c'est comme si je disais, j'écris un article de presse et je dis, OK, cet article a bien été écrit par le Parisien ou non, cet article n'a pas été écrit par le Parisien, mais par le Parisien. Et du coup, en fait, ça va juste attester que ce qui a été produit a été bien publié par cette personne. Ça ne veut pas dire que ce qui est à l'intérieur de ce papier est correct. Dans l'exemple d'un article de journal, je ne sais pas, peu importe, on peut vous dire ce qu'on veut et au final faire un erratum quelques mois plus tard pour vous dire « Ah, désolé, on s'est trompé ». Ça ne veut pas dire en fait ce qui est écrit est la réalité. On sait juste que ça provient bien de cette source de data. Donc je peux bien confirmer que le Parisien a uploadé cet article. Après, est-ce que le Parisien a fait une erreur dans son article ou a mal pris l'information et l'a mal retranscrit? Ça, j'en sais rien. Je sais juste que ça vient bien d'eux. Donc ça sera un provenance layer. Donc je pourrais garantir que les datas viennent bien d'un endroit ou d'un autre, mais je ne pourrais pas garantir que les datas soient valides. Donc on en vient à Kyve ou un validity layer. Donc un validity layer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre en fait toutes les datas de différentes sources de data. Et dans ce validity layer, donc bien sûr, ça va être un validity layer qui va être décentralisé dans le cas de Kyve, va prendre toutes les sources de data et en fait, il va avoir un validateur qui va être relié à chaque source de data. Et plus il y a de validateurs et plus il y a de sources de data, plus je m'assure que la décentralisation des data est grande, plus je m'assure de la validité de mes data. Et en fait, un va prendre une pièce de data, l'uploader sur Arweave, revenir à la pool, donc qui va être sur le validity layer, soumettre le storage ID de la pièce de data qui a été uploadée ainsi que le hash de celle-ci. Et parce que c'est des data qui sont censés être les mêmes, peu importe le nombre de sources de data, les autres vont comparer avec leur source de data. Est-ce que la pièce de data qui a été uploadée est bien correcte? Donc, une fonction très simple, si A égale B. Ensuite, ils vont voter. Ça fonctionne comme un système proof of stake, donc tout le monde met des tokens en collatéral. Ensuite, ils vont voter et ils vont dire, OK, l'uploader numéro 1 a uploadé cette pièce de data. Oui, moi, je pense que, enfin, je sais avec ma source de data que cette pièce de data est correcte. Non, cette pièce de data est incorrecte.
Et en fait, à partir du moment où on readshot un quorum, la pièce de data qui a été uploadée sur Arweave ou peu importe la solution de storage décentralisée va être marquée comme valide. Ce que ça va faire, en fait, Kyve va pas conserver la pièce de data. La pièce de data va être bien storée sur Arweave parce que c'est une solution qui est designée pour ça. Mais Kyve va storer le storage ID et le hash de la pièce de data sur la blockchain Kyve. Et quand vous allez vouloir récupérer ces data, vous allez faire en fait un checking, un simple avec un programme de manière décentralisée pour vérifier en fait que le hash et le protocole, le storage ID matchent bien les datas qui ont été marquées comme valides sur la blockchain Kyve. Donc en fait, vous assurez juste que les datas que vous utilisez ont été validées de manière décentralisée avec plusieurs sources de data. Donc là, dans l'exemple, il n'y en a que 5. En réalité, sur le protocole Kyve, pour l'instant, on est à 50 par pool. On peut en avoir plus, on peut en avoir moins. C'est complètement designable via la gouvernance ou à la création des pools. Mais en fait, vous allez juste vous assurer que les datas qui ont été uploadées sont bien des datas qui ont été validées de manière décentralisée, que ce sont bien des datas qui peuvent être utilisées de manière sans tiers de confiance, en gros, et être sûr que vous utilisez les bonnes datas pour ensuite faire votre indexeur, votre explorer, vos taxes, peu importe ce que vous voulez en faire ensuite. Donc là, dans cet exemple-là, on peut voir que Bob, Alice et Charlie, du coup, et David, ont tous les mêmes datas et qu'ils ont des datas qui sont correctes. Voilà un peu pour l'explication d'un validity layer. Est-ce qu'on a des questions avant que je switch sur la différence peut-être en un data availability sampling et un data validity layer? Alors, on a une question de Widi plus généralement sur la différence entre Arweave et d'autres systèmes de stockage durables comme Jackal et Akash. Est-ce que tu veux l'adresser rapidement? Ouais, pas de souci. Alors, Akash, ça va pas être un système de storage décentralisé, mais Jackal, alors je peux prendre l'exemple de Jackal, tu as Filecoin, tu as Ether Storage aussi qui va se lancer. En fait, ça va être la manière dont ils vont storer les datas et les manières de paiement. Sur Filecoin, alors Filecoin, ils sont très avancés, mais le problème, c'est que c'est pas un paiement upfront et c'est un paiement par souscription. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas devoir payer pour que ta pièce de data reste uploadée. Le fait avec des data historiques de blockchain, c'est qu'on ne veut pas avoir une entité centrale qui va être en charge du paiement chaque mois et qui va dire ah bah je paye ce mois-ci et au final non à la fin je paye pas donc les datas sont perdues, les datas qui ont été validées sont perdues. Donc ça va être la principale différence qu'il va avoir entre Arweave et les autres solutions de storage décentralisé. Après, il y a des protocoles qui build sur Filecoin, par exemple Lighthouse et Web3Mine, qui permettent d'avoir des paiements upfront pour storer sur Filecoin, donc de manière permanente ou de manière semi-permanente, on va dire. Donc, tu pourrais choisir, en gros, je veux storer pour 10 ans et avoir ce paiement qui va avoir lieu, qui va être upfront pour 10 ans. Mais en fait, nous, on n'a pas intégré ces solutions-là pour le moment parce que nos deux cofondateurs viennent de l'écosystème Arweave et on n'a pas intégré parce qu'on n'a pas eu de demande de protocole particulièrement d'utiliser d'autres solutions de storage décentralisées. Mais c'est quelque chose qui peut être facilement intégré à Kyve. Donc, on pourrait intégrer, par exemple, Jackal, on peut intégrer Greenfield, Storj, Filecoin, Lighthouse et tous les autres qui permettent de faire de la solution de storage décentralisée. Ça me paraît très clair que c'est votre partenaire historique et que leur modèle de facturation vous permet on va dire, de délivrer en toute confiance sur la durée, quoi, l'archive que vous stockez, quoi. Exactement. Et le gros avantage aussi avec Arweave, c'est que tu peux accéder. Alors, nous, on a plusieurs manières d'accéder aux data, donc je viendrai dessus plus tard. Mais le gros avantage, c'est que les datas sont accessibles de manière gratuite. Et Kyle, c'est un produit qui se veut être public good. Donc, en fait, l'avantage de tout ça, c'est que une fois les datas validées et uploadées, elles sont accessibles au plus grand nombre. Donc, elles peuvent être utilisées pour build. Et ce qui intéresse les chains principalement, c'est que leurs data historiques soient accessibles à moindre coût et pour le plus grand nombre parce que ça attracte plus de builders parce qu'ils ont accès à ces data pour construire dessus, quoi, en fait. Ok, et le storage sur Arweave, c'est 100 ans, je crois, c'est ça par défaut, non? 200 ans. 200 ans, oui, enfin, c'est une promesse qui va au-delà de leur durée de vie, mais C'est 200 ans. Alors, c'est très longtemps.
j'ai regardé un peu le schéma mathématique, ça fait du sens. Ça fait du sens. Il y a Ether Storage qui propose la même chose. Si vous connaissez pas, c'est un super projet aussi avec qui on parle un peu de notre côté, mais qui ont été grantés par le fond, enfin par le grand personnel de Vitalik, qui sont très présents aux conférences Ethereum. Ils ont fait d'ailleurs un talk à Yves Denver que vous pouvez revoir sur leur Twitter ou je pense sur YouTube. Mais c'est une solution de storage décentralisé qui a un peu la même approche que Arweave, mais en étant une layer 2 d'Ethereum. Donc c'est un peu plus complexe à comprendre, mais aussi super intéressant. Et ils promettent un storage permanent, donc 200 ans aussi. Mais c'est très intéressant de voir comment ils procèdent. C'est un peu différent de Arweave, mais très très intéressant aussi. La petite utilité de ce blockchain, en fait. Alors, au-delà de l'aspect de la vérification, de la validité de la donnée par rapport à de la presse ou même par rapport à tout ce qui est notaire, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que sur ce genre d'utilisation, on pourrait avoir une validation de l'utilisation de bases de données utilisées par des IA pour créer des hallucinations? L'hallucination, c'est quand une IA prend s'inspire de différentes bases elle s'inspire de différentes bases de données pour pouvoir créer une photo ou un texte. On appelle ça une hallucination. Et du coup, pour pouvoir rémunérer les auteurs de la base de données par rapport à tant de pourcentage qui a été utilisé pour créer telle partie de l'image, tant de pourcentage pour telle partie de l'image, ça regrouperait le côté stockage de la base de données, l'utilisation pour pouvoir rémunérer les auteurs des bases de données. Et du coup, il y aurait une utilité par rapport à l'IA. Alors, en fait, on peut storer et valider n'importe quel type de data à partir du moment où ces data sont déterministiques, c'est-à-dire qu'en gros, elles soient toujours la même, peu importe la source de data. Dans ce cas-là, ça semble. Alors, faudrait que je regarde un peu plus parce que je t'avoue que c'est pas un sujet que j'ai vraiment creusé, mais ça me semble compliqué, sachant qu'il peut avoir des variations dans les datas qui sont validées. D'accord, ça veut dire que la data qui est stockée peut être modifiée après la mise en place dans la blockchain. Non, la data, une fois stockée via Kite sur Arweave, peut pas être modifiée. Mais il faut que la source de data, en fait, pour qu'une validation de data soit correcte et soit utile, il faut qu'il y ait plusieurs sources de la même data, d'accord, qui soient toujours la même data. C'est-à-dire que si, en gros, si je voudrais stocker un livre, par exemple, Le Petit Poucet, il faudrait que j'ai le Petit Poucet, mais pas des réécritures du Petit Poucet. Parce que si je prends une réécriture du Petit Poucet, forcément, l'autre Petit Poucet ne matchera pas. Pourtant, ça va être le même type de data, mais ça va pas être la même data. Il faut vraiment que j'ai, exemple, le Robert Larousse 2017, qui soit le Robert Larousse 2017, l'officiel. Je peux pas avoir des modifications dans les pièces de data pour avoir une vraie validité des data. L'utilisation que je pouvais en voir, c'était réellement le fait de se dire que toi, tu stockes de la donnée, tu as le petit Larousse, et il y a une IA qui vient prendre 40% dans ton Larousse et puis 30% dans du Robert, donc c'est deux data et c'est deux propriétaires différents, pour créer un texte. Et du coup, ça permettrait de pouvoir rémunérer, parce que pour le moment, il y a un flou juridique sur le droit à l'image, la possession de ce que l'IA a créé. Et là, en fait, on pourrait avoir une trace on-chain de, il y a 30% que je dois reverser en royalty à cette base de données et 40 de l'autre côté, tu vois. Alors ça, du coup, ça marcherait plus avec l'exemple d'un provenance layer. Ok. C'est pour ça qu'en fait, Ouais, la barrière, elle est très fine entre ce qu'est un provenance layer et un validity layer. Ça marcherait très bien avec un provenance layer. Pour valider de la data historique de blockchain de manière décentralisée, un provenance layer, ça marche pas. C'est pas possible. Ça assurera pas que la data, elle est valide. Mais dans ton exemple, un provenance layer ferait très bien le boulot. Ok.
Ok, Oui, merci je beaucoup. pense par rapport au schéma que tu nous montres là à l'écran, vous, votre travail, c'est de remplir les archives et de valider, etc., comme tu me l'as expliqué. Toi, l'exemple que tu cites, Final Edge, c'est plutôt quid de policer l'usage des données qui sont faites a posteriori de leur archivage, en fait. Et donc, Exactement. je pense que c'est une toute autre proposition de valeur et un tout autre projet, mais qui a énormément d'intérêt, j'imagine. Et d'ailleurs, sans doute qu'à un moment, Paul aura le temps de nous parler de à quel point les experts de Kyve aussi proposent peut-être demain d'autres produits que l'archivage pur. Mais ça, c'est un autre sujet, je veux pas spoiler. Ok. Il y avait l'ami Cisco qui avait une question, je crois, aussi. Salut les gars. Salut, Euh, salut. alors, j'ai compris, alors je connaissais pas le projet jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est très pratique parce que bah, justement, nous, on travaille sur une solution c'est plutôt moi du hacking, mais je pense que c'est quand même pas plus mal d'avoir un truc comme ça. Moi, j'ai une question du côté validateur. Mhm. Qui est-ce qui paye les postes sur Arweave? Est-ce que c'est le validateur ou est-ce que c'est le, le requester? Ou et le validateur, j'imagine qu'il est rémunéré avec avec l'inflation, mais est-ce qu'il touche aussi un fee en cas de demande de l'information? Parce que l'information elle est stockée en bloc. Enfin, l'ID de l'information est stocké en bloc, donc n'importe qui a un Explorer va pouvoir aller rechercher l'information. Donc je ne comprends pas trop le business model pour le validateur. Est-ce qu'il y a juste l'inflation? Alors, très bonne question. Donc, du coup, je vais pouvoir passer. Ah, désolé, je vais passer trop Non, vite. non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça se présente? Comme je l'ai expliqué, en fait, pour chaque source de data, enfin, je vais probablement pas expliquer ça. Pour chaque source de data, en fait, tu as une data pool. Donc, Ok. ce qu'on va appeler des pools, basiquement, des data pools. Donc, c'est pas des liquidity pools, mais vraiment des pools de data. Donc là, comme tu peux Mhm. voir, on en a plusieurs. Donc, on a Cosmos Hub, Osmosis, Arcway, Axelar, StateSync pour Arcway, Chronos et Chronos StateSync, Noble et Noble StateSync. Donc, en fait, là, sur le côté, tu vas voir où on en est sur la pool. Donc là, la pool, tu peux dire qu'elle est quasiment fully archive. Celle d'Osmosis, ça sera bientôt fully archive, pareil. Et comment ça fonctionne? En fait, pour chaque pool, je vais prendre celle de Cosmos Hub. Pour chaque pool, on va avoir des validateurs. Donc, ces validateurs que tu peux voir ici Mhm. vont mettre en collatéral des Kyve tokens. Donc là, tu vas voir la self delegation, par exemple, ici, et vont recevoir de la délégation d'autres utilisateurs qui veulent staker et secure la pool pour recevoir des rewards. Euh, comment ça fonctionne? En effet, comme j'ai expliqué, cette fois-ci je l'ai bien expliqué, il y a deux layers sur Kyve. Donc il y a un layer consensus, donc une chaîne basée Tendermint, Cosmos, Mhm. et une partie protocolaire. Mhm. Comme sur toutes les chains Cosmos, en effet, il y a de l'inflation. Ce qu'on a fait avec l'inflation, en fait, c'est qu'on l'a splitté en deux. Donc l'inflation, il y a une partie qui va au niveau consensus, donc sur la chaîne, pour reward les consensus validateurs, en gros, D'accord. Mhm. et une autre partie qui va au niveau protocolaire. Donc une partie des rewards est distribuée via l'inflation. Ensuite, on a un autre mécanisme qui est propre à Kyve qui s'appelle le funding. Donc, en fait, le funding, ça va être quelqu'un qui va être intéressé par une pièce pour avoir des data archivées via Kyve, donc une fondation, un projet, une personne, peu importe, qui va Mhm. acheter des tokens Kyve, qui va les mettre en funding. Donc le funding ne ramène pas d'intérêt, mais le funding, en fait, va partir à l'uploader qui a uploadé correctement une pièce de data. Donc Ok. là, on voit qu'il y a 6178 Kyve en funding. Et en fait, ce funding va partir pour payer un uploader. Donc là, si je prends l'exemple de Crossnest, on va prendre celui-là. J'ai vu que tu étais dans le chat. Donc là, on va voir qu'il y a un total de reward qui a été payé. Donc il va avoir le funder payout qui va être de 2 Kyve sur cette reward-là. Et l'inflation payout qui va être de 6.15 Kyve. Et en fait, ça va être des paramètres qui vont changer en fonction de la taille de la bundle, du nombre de data, de mégabytes qui ont été uploadés, etc., etc. Et ça va couvrir aussi les coûts en AR token parce que ces coûts-là sont supportés par l'uploader au moment de l'upload. Ok. Parce que ça, Donc, donc,
Par contre, l'uploader, donc, il va payer en Kive et en fait, il y aura un swap automatique pour le passer en Arweave token. Pas encore. Alors, pour le moment, l'uploader va devoir acheter des Arweave tokens, donc il va dump une partie de ses rewards pour acheter de l'Arweave token pour pouvoir uploader les datas. Mais en effet, c'est quelque chose auquel on pense pour pas que les validateurs aient à faire toutes ces transactions, etc. Que ça soit directement géré de manière Ah, décentralisée en donc interne. quand on entend l'uploader, en fait, c'est le validateur au final, d'après ce que je comprends. Le validateur, chaque validateur peut devenir un uploader. Ok, j'ai Et en compris. fait, tu as un rand à chaque fois, et en fonction de la taille de ton stake, tu vas être sélectionné pour être un uploader ou non. Et si tu n'es pas sélectionné sur ce round-là, en fait, tes points s'additionnent et tu as plus de chances d'être sélectionné au prochain round. Ok, d'accord, bah c'est pas mal. Par contre, comment tu règles la façon de l'accès donné l'accès gratuit à la donnée? Parce que si tu enregistres les ID en bloc, pourquoi quelqu'un paierait pour avoir accès à l'ID? Personne ne paye pour avoir accès à l'ID. Une fois que c'est storé, il n'y a pas besoin de. La blockchain Kive est très petite et il y a pas besoin de. En fait, t'as pas besoin de payer pour accéder à ces datas. Et dans tous les Ok, cas, là, on a créé une autre pool sur notre testnet pour storer les datas historiques de Kive via Kive sur Arweave. Donc là, ok, c'est un peu donc l'inception, mais ouais. j'ai pas voulu aller trop loin, mais voilà, Ah en non, mais gros. je comprends l'idée. Mais donc, ok, donc donc tout le monde après peut request gratuitement la donnée vers Arweave, juste en ayant accès à comment on appelle ça, avec un ICA ou un ICQ depuis les autres blockchains. Bah, je sais pas En si. gros, alors, il y a plusieurs méthodes pour accéder aux data. Donc, on va avoir le premier full complet endpoint, RPC endpoint trustless, qui peut être utilisé par des solutions de data availability sampling type Celestia. On a un ELT pipeline et on a un outil en tant que validateur qui s'appelle K-Sync, qui je pense pourrait t'intéresser. Mais je vais aller dessus après, je vais laisser Oui, d'abord oui, les autres d'accord. questions, mais je vais aller un peu plus loin sur l'accès aux data après, ouais. Ok, mais j'arrête d'embêter tout le monde. Peut-être qu'on pourra se choper en privé, ça peut être intéressant. Bon, je vais Euh, aller sur le sujet après, mais c'est juste comme ça s'il y a d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit avant, et après je oui, vais continuer là. Je vais continuer pas de là-dessus. Oui, souci. il faut que je t'embête sur le business model, parce que du coup, on en avait déjà discuté tous les deux en privé, mais là, j'ai encore plus de détails et c'est vraiment, il faut que je te pose la question. Vous allez partir à ICSV2, on est d'accord pour la partie consensus. Comment? Vous allez partir à ICSV2 en partie consensus, non? Pourquoi vous n'essayez pas de lever un partenariat avec le hub? C'est clairement public good ce que vous faites. Ah, mais c'est clairement public good, mais après c'est public good pour plein de chaînes. Et Oui, mais après vous, aussi. c'est public good avec des niveaux de rentabilité qui vont être compliqués à maintenir. Enfin, pour ma part, cette infrastructure, elle est clé, absolument nécessaire parce qu'elle va réduire la charge des validateurs de ouf. Ça nous réduit le problème du data storage, qui est aujourd'hui quand même plutôt basé sur la confiance qu'il y en a qui font tourner des full nodes et qu'on est plusieurs à le faire. C'est quand même pas génial au génial. Donc c'est quand même plutôt cool d'avoir un système comme le vôtre. Par contre, c'est vrai que sur l'aspect économique, ça va être difficile à équilibrer ce genre de système. Et je pense qu'effectivement, c'est tout l'intérêt d'en faire un public good, de comprendre que c'est très difficile d'opérer ces systèmes-là avec un net profit qui justifie un investissement dans le token. Et dans ce cas-là, ça, c'est un pur système qui est supposé fonctionner public good. Alors en fait ça fonctionne déjà en public good et ça va encore plus fonctionner en public good, mais l'intérêt, oui, c'est d'avoir forcément des grantes de fondations pour financer les pools et ensuite d'avoir des projets qui vont dépendre de ces datas ou des indexeurs qui vont dépendre de ces datas historiques, Ouais, qui ouais. vont eux-mêmes fonder les pools. Et en gros, le cercle, sans parler du prix du token, mais juste en parlant de l'utilité du token. En fait, un Ouais. validateur va recevoir des tokens pour avoir uploadé des datas, va avoir besoin forcément de couvrir ses dépenses en Arweave ou de couvrir ses dépenses en tant que validateur pour maintenir son infrastructure. Et va revendre en fait ces tokens sur le marché, et en fait la personne qui dépend de ces datas a tout intérêt à refunder la pool, et en fait c'est un cercle qui se crée comme ça sur une Moi, utilité de je me dis token. même surtout, par rapport à l'aspect économique, là où tu pourras arriver à trouver derrière des systèmes qui équilibrent
le reward et l'expense, si tu veux, entre le coût nécessaire quand même opératif qui est assez important. Bon, moi, le modèle Arweave, ok, pour un lancement, ça me paraît bien, mais il n'y a pas une velléité d'évolution derrière pour carrément faire ça in-house, pas dépendre d'une autre blockchain. Alors certes, Arweave, c'est vraiment spécialisé dans le data storage et c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe si ton système de base derrière est dépendant d'une tierce partie? Parce que moi, c'est le seul point noir qui me gênerait. Je dirais la vraie capacité d'évolution, ce serait une capture totale du système mis à service d'un public good. C'est de dire derrière, pourquoi pas essayer de trouver des gens qui essaieraient de builder un protocole non dépendant de tierces parties. Carrément in-house, faire des preuves de storage et en fait reprendre ce qui t'intéresse dans Arweave et le rebuild. En fait, des systèmes de storage, on peut le faire ou pas? On peut le faire, mais après, l'intérêt, en fait, ça serait toujours, en fait, on dépendrait toujours d'un tierce party, si on le considère de ce point de vue-là. Arweave est suffisamment décentralisé maintenant pour être considéré, même si Arweave Foundation crash, Arweave continuera de tourner. Mais autrement, c'est pour ça que le but d'avoir plusieurs solutions de storage décentralisées intégrables à Kyve dans le futur et qui sont déjà intégrables, mais qui pourraient être intégrées dans le futur, type Jackal, Filecoin, etc., etc. Moi, je Euh, pensais et- à du full Cosmos dans l'idée de dire, voilà, c'est là où je verrais une très belle synergie, c'est si on arrivait à trouver quelqu'un d'autre dans le Cosmos, tu vois, pas nécessairement vous, pour que vous puissiez rester spécialisé dans ce système de data validity, et de dire, dans ce cas-là, vous restez hyper spécialisé, c'est ce que prône la thèse de la chain Cosmos, et de dire, dans ce cas-là, si on arrive à trouver quelqu'un, Cosmos SDK, très intéressé ICS Public Good, à monter un système de data storage, est-ce que justement, vous avez déjà, entre guillemets, prévu l'adaptabilité de vos systèmes pour vous greffer, dans ce cas-là, sur un système de coopération à plus courte distance? Tu vois ce que je veux dire? Tu Ah oui, retires non, la mais dependency derrière parce que tu as une shared execution ou des trucs comme ça. on peut déjà intégrer, par exemple, s'il y a une demande, on peut intégrer avec Jackal. Après, c'est juste Kyve, en fait, c'est fully permissionless. Donc, si l'un d'entre vous, même demain, voudrait monter une pool pour, je sais pas, restaurer les datas du Cosmos Hub sur Jackal, c'est complètement faisable. En fait, vous avez juste à passer par la gouvernance. Vous pouvez créer la pool et faire une intégration de Et Jackal. la pool n'est Lui, pas linkée nécessairement à un storage Arweave tel que c'est mais aujourd'hui. cette pool-là, oui, mais il n'y a rien qui empêche de créer une seconde pool avec les mêmes datas pour les storer quelque part d'autre. Ça, en fait, ça va être en fonction de l'envie des fondations, de l'envie des projets, etc. Nous, on provide vraiment le tool qui permet de faire cette validation et d'avoir cette décentralisation des datas. Et ensuite, la solution de storage, même si vous voulez storer vos data validées de manière décentralisée sur S3, vous pouvez en théorie le faire. Non, mais Après, c'est super cool. Et tu n'as pas ça dépend. connaissance de systèmes déjà ou de teams qui bosseraient sur ces systèmes-là Bah, de Jackal, du coup, data storage particulièrement, tu vois, moi je verrais l'utilité pour ce qu'on voyait tout à l'heure avec Cisco pour faire effectivement retirer un peu tout ce délire là Oui, Jackal fait le taf, ouais, faudrait voir. Je sais pas, ça fait hmm, longtemps que j'ai pas regardé Jackal. J'avoue que moi, comme ça avait buildé sur du secret, au début, je m'étais fait un peu peur, enfin, j'ai un peu blacklisté peut-être à tort. Mais ces systèmes-là pourraient être très très intéressants, je pense, surtout nous, ouais, effectivement, en termes de sécurisation de l'exécution. On pourrait avoir derrière éventuellement ce système de storage, on pourrait s'en servir pour coordonner des updates, etc., parce que c'est une catastrophe sur l'infrastructure, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de provider de sécurité pour le Cosmos en général, et particulièrement pour les EZ et tout ça, enfin, ça pourrait être très très sympa, je pense, d'avoir ces discussions-là. Si tu veux, moi je pourrais vous aider là-dedans, hein, pour contacter peut-être quelques fondas, ou enfin quelques personnes, mais clairement votre modèle, pour moi, il est straight line dans la ICS V2 en premier temps, hein. Mais, après, on ne veut pas se limiter. La chose qu'on a aussi, c'est qu'on va. Je vais parler un peu de la roadmap future après. Mais vas-y, ouais, pardon. on va pas se limiter, on va pas se limiter à Cosmos. Mais oui, c'est pourquoi pas en vrai. Mais on est ouvert à toute proposition. Je pense que c'est important, ouais, c'est ce que je voulais repréciser, peut-être justement ce qui est assez intéressant avec votre projet, moi je trouve la manière dont tu nous l'as déjà présenté par le passé, j'ai eu cette chance-là, c'est que effectivement votre but c'est d'être public good, mais pour tout le monde. De permettre à tout type de blockchain demain de créer vraiment de la data validée. Et l'idée d'Arweave, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement derrière la consultation de la donnée est gratuite.
Après, il y a un autre point que je trouve assez intéressant dans votre approche, c'est que, pour rebondir sur l'exemple que donnait Phil, moi je pense aux équipes de développement d'autres écosystèmes blockchain, qui auraient par exemple déjà leurs habitudes, d'utiliser, j'en sais rien moi, bah, tu l'as dit tout à l'heure, Filecoin par exemple, ou demain d'autres systèmes de stockage. Il y a aussi une économie d'échelle aussi à faire pour eux en se disant: «Bon bah, ça se trouve, j'en sais rien moi, la fondation, Thorchain, par exemple, ils vont dire: «Bah, nous, ce qui nous intéresse avec Kyle, c'est que, on peut continuer à utiliser les mêmes développeurs qui savaient utiliser Filecoin hier, faire la data validity, avec vous et de cette manière, on a d'autant plus de facilité à embarquer avec Kyve que ça utilise des solutions technologiques, qu'on maîtrise déjà ou que c'est assez agnostique en matière de solutions technologiques». Là où demain, si on disait que Kyve, par exemple, reposait sur un système très spécifique au Cosmos, peut-être que ce système ne serait pas hégémonique et que du coup, il y aurait peut-être très peu de gens qui savent l'utiliser. Et ça, je trouve ça quand même assez pertinent, cette manière assez agnostique que vous avez, d'approcher votre rôle de public good inter-écosystème, finalement. Aujourd'hui, vous êtes sur le Cosmos, mais c'est une contingence, liée à votre modèle de gouvernance, en fait, et de rémunération des La validateurs. mesure dans laquelle je disais ça, pardon de te couper, c'est juste parce que Non, non, je t'en c'est là où d'un point de vue modèle économique, c'est là où il y a le plus de verticalité possible pour équilibrer le modèle économique du token. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un système que je disais tout à l'heure, qui va avoir très peu de verticalité à assumer par chaîne, si tu veux. Tu opères pratiquement proche du coût infrastructurel, donc en soi, le token est une intermédiation, mais il va avoir toujours cette volatilité intrinsèque, soit avec la spéculation, c'est-à-dire l'offre et demande et ses différentes contingences. Donc ça, tu veux toujours éviter quand tu as un token comme ça qui est intermédiaire, que le truc soit hyper volatile. Donc c'est ce qui fait un vrai bon candidat public good, tu vois. C'est-à-dire il y a très peu de verticalité et d'extraction de valeur. C'est pas un très bon token d'investissement, mais c'est un super bon token de service. Tu vois, le service qui est rendu est hyper intéressant. C'est dans ce sens-là que je disais ça parce que c'est probablement le meilleur moyen de stabiliser la valeur de ce token, c'est d'effectivement le distribuer horizontalement le plus possible. Et c'est là que la thèse AppChain s'aligne effectivement pas mal. Parce que plutôt que d'aller chercher des chaînes à forte extraction verticale, qui seront très friandes du service également, mais tu pourras tirer très peu de revenus sur chacune, parce que ton taux de marge par client est proche de zéro. Donc en fait, là où tu peux réussir à justifier une valeur durable de ton token, c'est en ayant justement cette très forte répartition horizontale. Et il y a pour moi un écosystème qui mise de là-dessus depuis le début, c'est clairement Cosmos. Ça ne fait pas pour rien d'ailleurs, probablement que vous êtes là aussi. Je ne disais pas qu'il faut que tu te limites au Cosmos, mais pour ma part, pour assurer ce système-là, il y a une part critique de sécurité qui est nécessaire. Et c'est là, effectivement, je trouve que la ICSV2 jouait ce rôle-là, en fait, on va pas nécessairement te demander de faire des 1000 et des 100 en termes de revenus. Par contre, si tu as un besoin critique de sécurité minimum, on apporte la stabilité d'un autre token dont c'est le rôle. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, vous vous concentrez sur l'utility du token. C'était plus dans ce sens-là que je disais ça. Après, oui et non. Il peut avoir. En fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la quantité de data produite par des chains. Sur Cosmos, on est encore sur des quantités de data qui sont assez raisonnables. Mais si tu prends une chain comme Solana, Solana c'est full capacité 4 pétabytes de data par an. Euh, il va falloir fund de la pool pour que les validateurs archive Solana. Ils ont un gros besoin. On a vu un annoncement il n'y a pas très longtemps. Ils ont archive Solana sur Filecoin, pas de manière décentralisée, mais au moins ils ont archive Solana sur Filecoin. C'est toujours mieux que BigQuery, certes, mais ça garantit en rien la validité des data. On le voit avec EIP 4844 quand on voit le nombre de data qu'ils prévoient de produire par mois et par an, et que personne ne va garder ces data. En fait, il y a une forte demande sur beaucoup d'autres chains aussi, qui fait que même si c'est un produit qui est public good, il y a un fort intérêt pour l'utilité en fait du token en tant que tel, parce que c'est un utility token. Et du coup, qui est des gens qui s'en servent réellement pour ce qu'il est censé être, un utility token. Donc c'est pour ça qu'on aussi prévoit, même si on a une solution public good, on prévoit de s'étendre pas uniquement au Cosmos, mais on voit les autres opportunités ailleurs. D'ailleurs, je partage mon écran actuellement. Je sais que Wizzy, si je prononce bien, tu avais une question aussi, donc je ne sais pas si tu vas la poser maintenant. Oui, j'avais Avant une que je- question, mais c'était par rapport, moi, à l'époque, j'avais fait testnet en 2021, je crois que c'est Mhm. 2021, oui. Il y avait Ouais. tout un tas de blockchains comme
il y avait Avalanche, il y avait Celos, Moonriver, il y avait plein d'autres Mhm, blockchains. Le truc, c'est que là, je vois qu'il y a que du hub de chez Cosmos. mhm. Est-ce que c'est toujours d'actualité le fait de la communication entre toutes les blockchains qui avaient présentes sur les testnets? Et si c'est le cas, comment la communication, vous allez pouvoir la faire avec toutes les blockchains et pour communiquer, vu que là, il va y avoir de la communication de données entre chacune d'entre elles, sauf qu'elles ont un consensus complètement différent entre chaque blockchain. Donc, c'est une question que je me pose en Alors, fait. ouais, alors oui, on va archiver d'autres blockchains qui ne sont pas Cosmos Hub. Non, les data ne vont pas communiquer entre elles. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, les sources de data, en fait, elles communiquent pas entre elles. En fait, les pools sont vraiment indépendantes. Donc, nous, on peut archiver, même si demain tu veux archiver des données météorologiques via Kive, tu peux le faire. En fait, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc, nous, comment ça fonctionne pour intégrer de nouvelles chaînes? En fait, on a un principe qui s'appelle, enfin, on développe un runtime. Donc, pour les chaînes Cosmos, on a un Tendermint runtime. C'est pour ça qu'en fait, c'est adaptable à toutes les chaînes Cosmos. Enfin, c'est un click and play en gros. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on se focus sur l'écosystème Cosmos parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi venant de l'écosystème Cosmos. Mais à partir du moment où on a développé un runtime pour EVM, toutes les blockchains EVM, ça sera du plug and play. Après, il y a des blockchains qui sont spécifiques. Par exemple, Mina, ça va être un runtime qui va être particulier. Ça veut dire qu'on va développer ce runtime uniquement pour Mina et on pourra intégrer que Mina. Ces chains-là, forcément, sont un peu moins prioritaires dans notre ordre d'intégration sur Kive parce que ça nous demande beaucoup plus de travail pour au final beaucoup moins de résultats vu qu'on intègre qu'une chaîn. Ouais, moi je me Mais rappelle, c'était Moonriver qui c'était la misère à mettre en place sur le testnet. ouais, ouais, alors si tu étais là depuis longtemps, du coup, tu dois te souvenir aussi qu'on était sur Moonbase Alpha. Oui, Euh, Moonbase, oui. ouais, et on est parti parce en fait, avec les pools, on soumet beaucoup de transactions. En fait, on a une transaction, on a 50 transactions toutes les 3 minutes par pool, et on était, je crois, à 27 pools. Et je crois on a explosé leur testnet en fait à l'époque. Du coup, s'ils étaient contents de nous voir partir. Et une des raisons pour laquelle on est passé sur Cosmos, c'est pour des raisons de scalabilité, pour répondre à ta question. Et vous n'avez Euh, pas peur du fait qu'il y ait Solana qui puisse faire avec la preuve d'history et Celestia, que les données transitent par Celestia et que derrière Solana puisse vous poser problème au niveau de la concurrence, parce qu'au final, Solana, ce qui lui manque, c'est de la donnée, enfin un endroit pour stocker toute l'historique qu'elle a en fait. alors, bonne question aussi. Data availability. Donc, comme tu peux voir sur je vais te montrer le testnet. Je crois que c'est sur le testnet. Ouais. Sur notre testnet, comme tu peux voir, on a deux pools actuellement, Celestia. On a annoncé dernièrement, je crois que c'est une semaine après notre conversation, Phil, sur le Discord, on a annoncé dernièrement notre partenariat avec Celestia pour storer leur data historique. Donc en fait, Celestia, c'est une blockchain proof of stake. La data availability, en fait, ce qu'il faut comprendre, et le data validity et le data storage, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc merci pour la question. Le data availability, il faut l'imaginer, c'est comme si vous étiez à un restaurant avec un buffet de nourriture. Donc vous avez votre buffet de nourriture et vous avez toute la nourriture devant vous. Et vous pouvez prendre un peu de tout pour essayer la nourriture, pour goûter, si vous voulez prendre plus, je sais pas, de salade de tomates, vous pouvez en prendre plus, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que en fait, cette nourriture, au bout d'un moment, elle périme parce que elle est ouverte, elle est plus bonne, donc on la remplace. Donc c'est la même chose, ça va être la même chose avec Celestia, qui est qui est un buffet de nourriture qui vous permet d'avoir toute la nourriture que vous voulez, mais pendant un temps donné. Pareil avec NIR, pareil avec Avail. Et en fait, eux, ils vous garantissent que la data est disponible pendant un certain temps. Je crois que Celestia, c'est 30 jours, 18 jours, je ne sais plus exactement. Je me confonds à force avec EIP, 44 et tout ça. Mais en gros, on va dire 30 jours. Ils vont vous garantir que la nourriture est disponible pendant 30 jours. Et ensuite, la nourriture, ils la jettent. Donc la data, ils la jettent et ils la remplacent avec de la nouvelle data. Donc ça, c'est une solution de data availability sampling qui résout certains problèmes, mais pas d'autres, qui est la conservation des data historiques des blockchains. Le data storage,
Un autre exemple, ça va être une boîte de conserve. Une boîte de conserve en aluminium qui va être scellée et dedans, je vais vous dire, dans ma boîte de conserve, j'ai 4 tomates qui sont rouges dans ma boîte de conserve. Mais vu qu'une boîte de conserve, c'est opaque et vous ne voyez pas à l'intérieur, bah, vous devez me faire confiance. Donc, vous devez me croire que j'ai mis 4 tomates rouges dans ma boîte de conserve. La data validity, ça va être un peu l'inspecteur sanitaire qui va vérifier que dans les boîtes de conserve, il y a bien 4 tomates rouges et pas seulement 3 tomates rouges ou 4 tomates, 3 tomates rouges et une tomate verte ou 3 tomates vertes et une tomate rouge. En gros, qui va vérifier qu'avant qu'on ferme la boîte de tomates, eh ben, il y a bien 4 tomates rouges dedans. L'avantage des boîtes de conserve, c'est que vous pouvez les conserver ad vitam aeternam. C'est fait pour ça. Et c'est là, en fait, Arweave, ça va être cette solution de canning, en gros, qui va vous mettre vos data dans des boîtes de conserve. Kai, ça va être cet inspecteur visuel, contrôle, sanitaire, customer, vous l'appelez comme vous voulez, qui va vérifier qu'il y ait bien ce qu'on vous dit et que ce soit bien les bonnes tomates à l'intérieur. Et Celestia ou Avel ou Nir, ça va être le buffet de nourriture où vous allez pour prendre de la nourriture au restaurant. Mais après, vous savez que la nourriture elle va être jetée si vous ne la terminez pas ou si vous n'en servez pas. Donc, en fait, c'est vraiment des approches très différentes. Le terme qui est un peu compliqué, je pense, et qui a semé le doute, qui a causé la confusion chez beaucoup de personnes, c'est le terme data availability, qui laisse imaginer que la data reste available pour du long terme, elle reste available pour une certaine durée de temps qui est précisée, mais ensuite n'est plus available. Et en fait, c'est le problème qu'il va avoir, je pense que vous avez vu beaucoup passer sur les feeds, la mise à jour Duncan qui a lieu le 13 mars sur Ethereum, l'EIP 4844, dont je parlais un peu plus tôt, qui va en gros apporter une solution de blocs sur Ethereum. Donc, ça va être des transactions qui vont être rattachées à des blocs, en gros, pour le faire très simple, mais après un certain temps, donc qui va être déterminable en fonction des validateurs, etc. Mais en gros, on va dire un mois, vont être supprimés et ça va dépendre des utilisateurs de ces datas, de storer ces datas quelque part pour être sûr qu'ils peuvent les réutiliser plus tard. Donc, la même analogie de Buffer, en fait. Et vous entendez beaucoup parler de ça et dire ah ça va être un concurrent à Celestia ou autre, ça coûte moins cher ou plus cher que Celestia. Et après ça c'est tout un autre débat. Moi c'est pas ma spécialité, je sais pas, je peux pas faire de précision de marché. Mais en gros nous ça nous impacte pas. Nous en gros on résout aussi ce problème-là qu'ils vont avoir où ils vont avoir un problème pour stocker ces datas de manière permanente et les rendre accessibles pour les gens qui en auront besoin dans le futur. Est-ce que c'était clair? C'est très clair et faire une illustration, justement permet de mieux comprendre et de vulgariser justement la chose et la distinction entre la data validity et la data availability. La mise à disposition, en clair. Est-ce que tu avais d'autres schémas justement éclairants pour donner plus de clés de lecture à tout le monde à nous présenter, plus de choses à nous présenter, Paul ou... Alors, plus de schémas éclairants. J'ai dit schéma comme j'aurais dit autre chose. Hein. C'est plus. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous présenter après, oui, je peux partir sur l'utilité des datas et comment ces datas peuvent être utilisées, pourquoi, par qui, comment ces datas peuvent être utilisées. Et ensuite, il y a un dernier batch de questions avec plaisir. Mais j'en aurais pas. pas. Ouais, ça peut être vraiment, vraiment super chouette des cas d'usage. Et puis, tu as parlé de roadmap aussi à un moment. Ouais, pas de souci. Je ne pas sur ce sujet-là non plus. Pas de problème. Donc, du coup, pour les cas d'usage, comme on a quelques validateurs, je vais parler d'abord de K-Sync. Donc, en fait, sur chaque pool, en fait, on va avoir une pool qui va stocker les blocs et une pool qui va stocker les states et les heights. Donc, en gros, là, vous pouvez le voir, exemple, sur Xion, mais j'allais sur le mainnet, ça sera plus simple. En gros, maintenant, si je veux accéder à le dernier state de la chain, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un autre validateur, pour pas avoir à sync mon nœud, de me donner un snapshot. C'est une solution qui va être hyper centralisée, qui n'est pas top, mais bon, qui fait le travail. Et voilà, on va se servir de cette solution. Si je veux sync un nœud à un point donné de la chain, il va falloir soit que j'ai un snapshot de ce point-là, ou il va falloir que je sync mon nœud depuis le Genesis pour atteindre le bloc 1 million, par exemple. Dans certains cas, ça peut être très long, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un problème en fait qu'on résout avec Hive. Donc on a une pool là, vous voyez, pour Arkway,
qui va archiver les blocs, et on va avoir une pool state sync qui va être là, et donc qui va archiver les heights de la blockchain et permettre de sync un nœud à n'importe quelle height d'une blockchain qui a été archivée via Kyve avec ces deux pools-là en moins de 2 minutes. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé avec un de nos validateurs qui s'appelle Chorus One. Et en gros, c'est un problème que beaucoup de validateurs ont, donc je pense que ça parlera peut-être aux validateurs qui sont dans le call, mais qui peuvent être utilisés aussi pour récupérer des datas à un point donné. Si vous voulez faire, je ne sais pas, votre accounting au 1er janvier 2023, par exemple, vous pouvez récupérer à cet exact moment de manière beaucoup plus décentralisée et rapide ces datas-là. Pour donner un ordre d'idée en termes de rapidité, sur Arkway, on est 933 fois plus rapide en block sync. Sur Chronos, on va être 1000 fois plus rapide. Et sur Zeta Chain, donc là, on a la pool qui est lancée sur le testnet. On va être la solution principale en fait pour les validateurs pour rejoindre le network parce que leur solution qu'ils avaient avant n'était pas la plus rapide et du coup vont se servir de Kyve pour ça. Et en fait, l'avantage c'est que comme on utilise Arweave, ils sont sûrs que même si ils arrêtent de faire de la pool, les datas qui ont été archivées via Kyve seront toujours disponibles parce que storées de manière permanente et pour les utiliser dans le futur pour s'en servir. Ensuite, il y a une autre utilité de la data. Vous pouvez accéder aux data via un REST API ou vous pouvez accéder aux data de manière complètement décentralisée avec un ELT pipeline. Qu'est-ce que c'est un ELT pipeline? En gros, ça vous permet d'extraire, de télécharger et de transformer les data dans n'importe quel local warehouse. Alors, je ne sais pas comment traduire en français, je m'excuse, mais en gros, BigQuery, Snowflake, MyGraph SQL, Postgres, etc., etc. Et ensuite de jouer avec ces data. Ça va permettre à des gens qui sont familiers avec des environnements de travail, en fait, d'importer des data blockchain de manière complètement décentralisée en étant sûr que ces data qu'ils utilisent soient corrects pour ensuite construire des produits ou faire de l'analytics au-dessus de ces data. Donc là, j'ai les event types, je peux vous montrer, c'est une démo live, donc oh, ça fonctionne, génial. Généralement, les démos live, ça fonctionne pas. Mais en gros, vous voyez que je peux faire les events, que je peux demander les event types de Arkway. Bon, là, c'est juste un petit playground avec juste quelques exemples. Donc là, vous pouvez voir que ça a été créé via l'ELT pipeline. Pour ceux qui sont pas tech ou qui font pas de, ça vous parlera pas. Mais en gros, vous pouvez faire la même chose via l'ELT pipeline qui est totalement gratuit à utiliser et vous pouvez vous en servir pour ensuite construire des produits on top of it. Donc ça va être pour l'accès aux data. Donc on va avoir plusieurs chains. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà Axelar qui est archivé à 99%. Donc si on a certains qui s'en servent ou qui veulent construire quelque chose sur Axelar, vous pouvez vous servir de ça comme source de data. Et ensuite, on va avoir les pools qui vont être pour casing. On va avoir Arkway, Chronos et Noble. Et on va avoir prochainement d'autres pools type Celestia, Zeta Chain, etc. qui vont être launch sur le mainnet. Donc si certains validateurs aussi en ont besoin, l'outil K-Sync est utilisable gratuitement. Donc, vous ne payez pas pour utiliser, comme j'ai précisé au départ, les datas une fois storées via Kyve. Donc ça, c'est pour les deux manières d'accéder aux data. Ensuite, il y a le Trustless RPC Endpoint. C'est le premier Echo qu'on connaît. On est en conversation avec Celestia. Ils nous ont pas dit qu'il y en avait d'autres, donc je pense qu'on est les premiers à le faire. Qui va être utilisé, mais après ça va être plus pour des personnes avec un profil technique. Je suis pas sûr que ça va intéresser beaucoup l'audience ici. Concernant la roadmap, du coup, je peux vous montrer, il n'y a rien de secret en fait. L'avantage avec Kyve, c'est qu'on teste toutes les intégrations avant de les lancer sur notre mainnet, alors avant de les lancer sur notre testnet et ensuite avant de les lancer sur notre mainnet. Donc vous pouvez voir déjà quelques pools. Vous pouvez voir Polygon, on a été ajouté d'ailleurs à leur page écosystème hier ou avant-hier, je crois. Optimism, Celestia Blobs, donc les blobs de Celestia, ça va être les data qui vont être dump au bout d'un certain temps, qui vont être archivés par Kyve. Vous pouvez voir Syntropy, qui est un real-time data provider. Vous pouvez voir les blobs d'Arbitrum aussi, qui vont être storés via Kyve. Pour l'instant, c'est sur le testnet. Donc là, vous pouvez voir les bundles, par exemple. Vous pouvez voir que celle-là, elle a été drop il y a 7 minutes, mais en gros, vous pouvez voir toutes les datas, la validation. Vous pouvez vérifier les datas on-chain sur Arweave. Quand c'est storé sur Arweave, sur le DevNet, ça ne l'est pas parce que c'est pour réduire les coûts forcément de notre DevNet. Mais si vous allez sur le mainnet, vous pouvez tout à fait le faire. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout de mon
côté. Je pense que je vous ai un peu présenté un peu tout Kive. Kive, c'est fully permissionless, c'est-à-dire que n'importe qui peut join en tant que validateur. Important de préciser. Donc, si vous tournez un validateur, par exemple, sur une des chains qui est archivée à 99,99%, vous pouvez lancer un protocole nœud de Kive pour monétiser encore plus votre validateur, sachant que vous avez le protocole validateur de Kive est très petit à faire à tourner et recevoir des récompenses de funding et de l'inflation splitting en Kive token sur le top de vos data. Quand c'est des data des pools qui ne sont pas archivés à 99,99%, forcément vous devez runner un full archival node depuis le début. Donc ça peut être un peu plus cher. On a des outils qui permettent de télécharger uniquement 2 jours upfront des data, mais si vous voulez en savoir plus, et là ça devient un peu plus technique, encore un peu plus, vous pouvez m'écrire en privé, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça, mais c'est juste pour pas embêter tout le monde avec ces explications. Et voilà, je pense que j'ai expliqué à peu près tout. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'en ai une, Paul, pour toi. Je me permets. En fait, il y a un rôle qu'on n'a pas bien explicité dans la chaîne Kive depuis tout à l'heure. À la fois donc son rôle et quelque part son intérêt à participer. Et c'est tout simplement le retail. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un intérêt à être retail, à posséder des Kive? Et si oui, dans quel cas? Et qu'est-ce qui est intéressant de faire? Je connais un peu la réponse, mais je voudrais pas dire de conneries. Donc, Pas de souci, pas de souci. Donc, pour un retail, oui, il va avoir de l'intérêt. Donc, en fait, vous avez, comme sur toutes les chains Cosmos, vous avez du staking. Sauf que sur Kive, vous avez 2 layers de staking. Donc, vous avez le staking au niveau de la chain et vous avez staking au niveau du protocole. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer le staking au niveau de la chain. Je pense que tout le monde est familier avec ça. Mais je vais vous montrer le staking au niveau du protocole. Donc là, si vous allez sur l'application Kive, en fait, vous avez plusieurs validateurs. Donc là, je vais prendre Interblockchain. C'est gentil encore. Vous pouvez voir qu'ils sont actifs sur 8 pools. Donc en fait, avec le même stake, vous pouvez faire, on a ce qu'on appelle l'interpool security. C'est comme l'interchain security, sauf que c'est avec des pools de data. Et plus votre validateur est présent sur des pools, forcément, plus la delegator APR augmente. Et vous pouvez déléguer vos Kive afin de sécuriser les pièces, les datas qui sont uploadées. Donc et pour ça, vous êtes récompensé. Vous prenez une partie du funding et de l'inflation splitting qui est redistribué en fonction du montant que vous avez stacké. Vous pouvez participer. Après, ça, c'est les exemples que j'aime pas trop quand les chaînes vendent ça. Alors ça, c'est vraiment une particularité de Kive. Et le funding est vraiment un attrait, enfin quelque chose d'important dans la tokenomics de Kive qui est important à comprendre. Mais après, vous avez ce qu'on vous dit tout le temps. Vous pouvez voter à la gouvernance. Alors, je trouve ça bien, hein, c'est bien, mais si votre token il fait que vous permet que de voter dans une gouvernance, c'est pas fou quoi. Ça c'est mon avis, mais voilà, vous pouvez utiliser le token aussi une fois staké, vous pouvez voter, participer au vote de gouvernance pour de nouvelles intégrations, pour la vie du projet, etc., etc. Donc voilà, principalement, vous pouvez funder des pools si vous avez un intérêt à accéder à des pièces de data historiques. Mais je sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens ici, mais vous pouvez le faire. donc si je comprends Alors, bien, si je stakais chez Interblockchain Service là, sans Kive, si je comprends bien, mon APR serait de 82,97%, alors délégué des tokens à date en tout cas, pour l'instant, en l'état de Exact. de leurs implications dans les validations. Exactement. Alors, c'est un APR qui est expecté. Oui, bien sûr. C'est basé sur les 30 derniers jours de performance. Si Interblockchain fait n'importe quoi, bah non. Ouais. Mais bon, on leur Ouais, fait confiance. ou si l'archivage de ces différents projets s'arrête, quoi, en cours de route aussi. Exactement. Mais voilà, Ok. là, vous pouvez aller voir et en fait, vous avez les commissions, etc. Et vous pouvez voir, en fait, les différents APR. Et en fonction, si votre validateur valide sur plus de pools ou non, forcément, l'APR est un peu plus grand en fonction de la commission qu'il prend, etc. et de ses performances. Je tiens à rajouter justement pour l'intérêt pur rendement, sans parler du reste bien sûr, mais sur le rendement et l'intérêt que vous pouvez avoir en tant qu'end-user, en tant que retail, vous avez d'autant plus de rendement en termes de stacking à travers l'app et à travers le funding que vous allez faire que sur du stacking classique.
simplement. Donc, ça fait partie aussi des intérêts tout court que peut avoir l'utilisateur final. Ouais, je peux ouvrir Ouais, la ça fait page. partie d'ailleurs d'une des raisons pour lesquelles on a invité Paul, même si je sais que c'est loin d'être la préoccupation principale de Cave, Paul, mais ça faisait partie, on s'est dit, des infos qui étaient finalement les plus mal comprises dans la réputation, on va dire, sur le web de Cave, qui est un projet qui est vu comme étant extrêmement technique. Il n'y avait pas d'opportunité économique qui apparaissait extrêmement clairement, notamment quand on connaît des validateurs, comme c'est souvent le cas dans le Cosmos, on a tous nos validateurs préférés qu'on connaît. Beaucoup d'entre eux sont présents ce soir, Bisbulga, et on sait qu'on a envie de les suivre dans leurs projets, mais très souvent, ils ont beau faire du super bon boulot, ils n'ont pas la main sur l'APR qu'on reçoit. Alors que là, pour le coup, un excellent validateur qui arrive à valider énormément d'archivage en même temps et qui fait du super taf, ça peut vraiment valoir le coup de lui déléguer ses tokens. 85% de rendement, c'est vraiment pas rien quand même. Bah, après, alors Comparé nous, le on parle. C'est un 26 sur le exemple, hein. stacking classique, c'est intéressant. Du coup, il y a un différentiel de rendement passif substantiel. Nous, on parle pas du rendement parce que forcément, on se concentre sur le produit. On n'est pas là, on vend pas du rendement aux gens. J'entends Mais, bien. mais oui, forcément, après, chacun se fait son opinion. Mais voilà, je présente moi le projet, mais on ne parle pas des possibilités de staking et de rendement dans notre cas. Mais c'est une chose qu'on assume pleinement. Mais après, si les gens regardent un peu, oui, en effet, vous pouvez soit staker vos tokens de niveau protocolaire, soit les staker au niveau consensus avec des rendements qui peuvent être différents, plus ou moins importants ou non, en fonction du layer sur lequel vous décidez de stacker vos tokens. Je me permets juste là, bon, parce que du coup, c'est quand même mon domaine, ça par contre. Ouais, clairement pas un token pour retail, hein. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Enfin, c'est un token d'infrastructure pour les gens qui ont une utilité de cette infrastructure. C'est un pur utility token. Donc, effectivement, l'aspect gouvernance, très très important pour les gens qui vont utiliser justement le réseau. Bon, je suis pas sûr que les retails soient très directement utilisés par ces low-level tech dans l'infrastructure. Maintenant, est-ce que c'est un service absolument nécessaire? Oui. Est-ce que ça tiendra 2-3 ans sans aucun problème pour ma part? Mais c'est vraiment un système de parties prenantes. Si tu n'as pas une utilité directe ou on va dire vraiment indirecte mais de premier degré, je pense pas que ça puisse vraiment toucher du retail. Et c'est dangereux. Enfin, il faut faire attention. L'analyse du token supply est quand même particulière aussi. Donc voilà, 85% de rendement, mais attention, il y a 100% de dilution dans les années à venir. Donc voilà, enfin, c'est pour ma part pas un token d'investissement, sauf si vous en avez une utilité quelconque. Voilà. Maintenant, ces processus de staking à haut APR, c'est pas pour rien, c'est toujours pareil. Attention à ces trucs-là. Voilà. Pour moi, pas du tout un token d'investissement retail, mais super token pour les gens qui sont partie prenante. Nous, on va bosser avec vous, franchement. Hein. Enfin, il y a des trucs à faire. Après, la PR, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il est, en fait, il est déterminé par quand tu crées une pool. L'intérêt d'avoir un haut APR, c'est en fait à la création de la pool, je décide si j'ai envie de donner plus de reward à mes validateurs pour qu'ils viennent archiver ou valider sur ma pool. Le projet va en fait essayer d'attirer le maximum de validateurs. Donc en fait, ils vont mettre, par exemple, c'est game theory des parties prenantes. C'est vous êtes une place de marché qui est là pour trouver une forme d'équilibre. Et justement, moi je te dirais même d'un point de vue stratégique, tenez-vous à l'écart des retail. Tu veux surtout pas de spéculation dans ton système. moi je présente le produit, les gens après font ce qu'ils veulent. On présente le produit, on crée une solution. Et après, Je comprends le point de vue, c'est vrai que stratégiquement parlant, tu peux pas vraiment dire n'achetez pas mon token. Mais c'est pas le but. En fait, vous n'en avez pas besoin. Votre produit, il est très bien et il a de la demande intrinsèque par son utilité. moi je dis pas n'achetez pas ou achetez le token. Moi, vous Oui, faites ce que tu l'as pas dit, mais je comprends ton point de vue. Bref, bon, excuse-moi, on s'est compris. Le point que j'adressais, Phil, c'est, je comprends ce que tu dis, hein. Moi, je donnerai pas ici mon opinion personnelle. Je dirais juste que on voit passer tous les jours des tonnes de messages de gens qui achètent, j'en sais rien, moi, du Link, du Arweave, et pourquoi pas du Cave, et ce que tu veux, en Ouais, fait, et qui s'en en servent termes de pas, tokens, et c'est dangereux. Hein. d'infrastructure. Oui, je te dis pas le contraire, mais pour le coup, il y a quand même, je vois très très peu de gens, par exemple, dire que Link est pas un bon token d'investissement. Or, la Mais plupart là, des c'est gens pas comprennent pareil. que dalle à Non, comment mais fonctionne Link. là, c'est Non, pas mais pareil. mon point, il est là, moi. Alors, c'est très pareil sur un point très précis. C'est que toi, tu me parles de tokenomics, et t'as raison, mais mon point, il est plutôt de dire,
quitte à passer par des tokens en espérant des rendements, je dis juste que celui-ci, bon voilà, on peut comprendre comment il fonctionne le rendement, là où la plupart des gens que je vois Ah, moi passer tous les jours, bah, pour investissent le dans des coup, tokens, d'infrastructures, mais ne comprennent pas du tout de quoi tout à il fait d'accord s'agit, avec ni d'où viendra un jour le revenu, ni la roadmap, ni les échéances, ni walou toi. en Tu as fait. pris le pire Donc, exemple, voilà, fallait je vais pas citer prendre dans cet Chainlink. exemple-là. Tu pouvais Bah, prendre c'est pas un bon n'importe exemple quel dans le sens où exemple non, débile non, c'est de token c'est pour stupide moi le débile. meilleur des exemples, mais d'un point de vue qui n'est probablement pas le tien, qui est, c'est probablement le token dont je connais le moins de possesseurs qui comprennent ce que c'est. Ah C'est bah, ça que pour prendre je Chainlink, c'est en ça ça se que c'est un bon fait très, exemple. très vite, hein. Ça reste quand même un réseau Bah, entre oui, oui, entre mais la mon point n'est pas là, vérité. c'est la réalité. Mmh. Mais Moi, tout je le te monde a parle d'une intérêt à réalité, hein, participer à c'est, cette vérité, tu vois? Là, je veux dire une participation au retail sur Chainlink, elle est essentielle. C'est justement la décentralisation du token supply de ce réseau doit être large par rapport à l'utilité propre de ce que fait ce réseau-là. Kyve, c'est vraiment un réseau de parties prenantes et il y a suffisamment d'enjeux, dans ce type de système-là pour que ça se s'autosuffise très largement sans la moindre influence retail. Voire même, je te dis, pour ma part, la stabilité de ce système doit revenir par le moins de perturbations extérieures possible, le moins de spéculation en mode arbitrage de yield et conneries du genre. oui, oui, j'ai très bien compris, t'inquiète pas, c'est mon point, c'est plus de dire, quitte à ce que les gens veuillent, investir, dans des tokens, d'infra ou de solutions d'avenir ou de public good, comme des poulets sans tête, Cave de ce point de vue-là est une solution parmi d'autres, mais pour moi, elle est pas tellement différente des autres dans la mesure où quand tu investis dans quelque chose que tu comprends pas, pour moi, c'est toujours ISO, en fait, ça change strictement rien. Voilà, donc après, j'ai entendu ce que tu as dit et je pense que tu as raison. Effectivement, il faut que les gens aient conscience que la distribution d'un token et ces tokenomics sont pas forcément pensés pour tous les publics. Et ici, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément pensé pour les retail. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le dire, sachant que dans le Cosmos, il est quand même très couru et très à la mode de suivre nos validateurs préférés dans tous les projets qu'ils entreprennent. Euh, je pense que fatalement, il y a des gens qui aujourd'hui investissent dans du Kyve et délèguent à les validateurs Cosmos autour de Kyve de par cette habitude. Et donc je trouvais ça intéressant de l'expliciter et de valoriser ces rendements. Mais t'as mis ton warning Non, non, sur non, la distribution du c'était pas token supply, warning. et C'est j'entends. de dire, non mais nous, on va probablement faire partie de ce réseau aussi en tant que validateur, mais c'est pas le genre de réseau dont le token peut servir de véhicule d'investissement spéculatif pour des retail. Ça, c'est de l'investissement in kind. C'est plus de dire, nous, ça va nous aider dans la décentralisation de l'infrastructure, dans la sécurisation des verticaux de trust assumption dangereuses qu'on a encore aujourd'hui dans ce réseau-là. Donc, pour moi, ça solutionne clairement des vrais problèmes au niveau du validateur. Enfin, là, Cisco pourrait en parler lui-même, ou RAF, parce que c'est plus eux qui sont en lien avec ces trucs-là, de ce que moi j'en comprends. Mais clairement, nous, on va avoir besoin de ces services-là. C'est plus de te dire, en fait, c'est en tant que validateur, non seulement on va probablement y aller, mais on ne va pas demander des délégations de retail dans ce système-là. Ils ne servent à rien, les retail. C'est un business, c'est un business entre data storage provider et execution provider. C'est pas pour moi à ce niveau-là. Après, on verra si tu as différents protocoles qui se greffent dessus, par exemple, où on pourra avoir de la. Tu vois, je te jette ça comme ça, mais si tu fais derrière un business deal avec des data availability provider, tu peux tout à fait être derrière le data validity provider pour des gens qui vont tourner des light nodes Celestia, par exemple, et qui voudront un layer de sécurité supérieur. Ils pourront se servir de votre travail pour valider en plus de la data availability. Ça leur apportera un layer de trust assumption en moins dans la verticalité, enfin dans les différents systèmes. Si un jour tu as ça, là oui, je te dirais un retail qui fera tourner par exemple un light node Celestia sur son téléphone pour gagner un peu d'argent en faisant du data availability sampling, il pourra tout à fait utiliser vos systèmes en plus et là il devient partie prenante de ton réseau. Tu vois? C'est dans ce sens-là que je disais, il faut vraiment toujours réfléchir à l'utilité, pas d'utilité, danger, enfin danger. Moi, j'ai du mal aujourd'hui avec les gens qui achètent des trucs et justement, mais qui ne s'en servent pas directement ou indirectement. Je me permets juste un petit truc du coup pour revenir sur le point de Celestia, c'est à ce à quoi vont servir le trustless RPC. Ouais, ouais. Bah, génial. Donc, tu vois, si vous êtes déjà dessus, là, à ce moment-là, tu vois, tu Mais pourras encore dire, une fois, et je veux juste revenir, je te laisse terminer, je vais juste revenir après sur un petit point qui a été invoqué par Interblockchain Service qui est très important de préciser. Je te laisse juste finir. non, non, vas-y, moi j'avais fini. Tu réponds à la question très très directement. C'est-à-dire, si vous avez déjà cet écartement vers le service plus tard, quand ce service va toucher différentes couches qui peuvent être opérées au niveau retail, tu vois, aujourd'hui, le service de validation et data storage, c'est pas opérable par un retail. On est bien d'accord, c'est pas possible.
Mais petit à petit, ces systèmes se décentralisent et les effets collatéraux des services que vous pouvez donner peuvent à terme commencer à toucher un service qui pourra intéresser des retails, mais ça restera partie prenante. Donc, c'est-à-dire, il faudra faire tourner un light node, etc. Ça demandera quand même une implication technique. On ne parle pas de l'investisseur lambda qui met des dollars pour gagner plus de dollars. Voilà. Il y aura forcément une action réalisée par la personne. C'est vraiment, quand j'insiste, c'est des tokens de partie prenante. D'accord ? Si tu n'as pas une implication directe avec le protocole, c'est très compliqué d'arriver à justifier de la spéculation sur ces trucs-là. Voire, comme je te disais, il faut même s'en écarter le plus possible. À ton niveau, tu veux pas de spéculation retail. Du coup, je me permets juste une petite précision, juste sur ce qu'a dit Interblockchain Service. En effet, comme je l'ai dit au début de mon intervention, ça fonctionne au niveau protocolaire comme du proof of stake. Ça veut dire que si votre validateur, pour les retail qui veulent déléguer des tokens, même pour les validateurs qui veulent participer pour valider la data, si votre validateur fait, peu importe, misbehave ou fait n'importe quoi, ou est déconnecté ou vote faux, vous pouvez être slashé. Ça veut dire qu'il y a un risque de perte de stacking ou de mise en collatéral des jetons que vous avez utilisés pour tourner votre validateur. C'est un point qui est important de repréciser, c'est quelque chose qui aussi arrive au niveau protocolaire, pas qu'au niveau consensus. Donc merci Jay pour le reminder, je l'avais précisé au départ, mais ça fait toujours du bien de le redire. Moi, j'ai une dernière petite question. Alors, elle a probablement été déjà postée, donc tu m'en excuseras si c'est le cas. J'ai pas pu arriver au tout début. Tes data validators sont obligés de participer au consensus de la chaîne ou pas? Les data validators ne sont pas obligés de participer au consensus de la chaîne. Ok, cool. Ça marche. Alors, tu parles de la chaîne qui arrive ou tu parles de l'autre chaîne qui est Non, validée? là, je te parle, donc, t'as ton consensus de la chaîne Kive, là où tu stockes ta propre data dans tes propres blocs, et après, tes opérateurs dans les pools, est-ce qu'ils doivent nécessairement faire partie des validateurs de la chaîne ou pas? Ou est-ce que tu peux Non, avoir ici des opérateurs indépendants? c'est complètement indépendant. Ok, super. Bon, je m'en doutais, mais je préférais être sûr. Ouais, pas de souci. Du coup, j'ai vu une autre question de Witzy aussi. Est-ce qu'il y aura des pools BTC comme en 2021 quand je faisais les testnets avec les fameux L2? Est-ce que BTC que ça bloquerait pas? Non, ça bloquerait pas du tout. Justement, il y aura plus de data. Si tu prends par exemple Polygon avec Validium, qui utilise Validium, on peut storer leur data aussi. Une pool BTC, oui, s'il y a de l'utilité, s'il y a de la demande pour une pool BTC, pourquoi pas. S'il n'y en a Ouais, pas, non. c'est ce que je me posais comme question, parce que BTC, en stockage, je vois pas en fait pourquoi on irait blinder du stockage pour BTC alors que il y a déjà le minage qui le fait déjà en fait. Donc faire un Après, copier-coller, je voyais pas l'utilité en fait. Après, ça peut être pour l'accessibilité des data via l'ILT pipeline. Et ça peut être un argument qui peut qui peut être en fait des gens qui vont demander à ce qu'on sorte BTC. Comme ça, ils peuvent importer toutes les datas de manière décentralisée directement, par exemple, sur BigQuery ou Snowflake ou Postgres ou peu importe pour se servir de ces datas. Ouais, parce qu'il y a Ça peut Babylone être. qui va arriver, donc il y a aussi ça. Je pense que. Alors, Babel est un de nos partenaires. Ok. Mais du coup, oui, l'utilité des datas Bitcoin, ça pourrait être pour ça. Pour avoir une solution simple d'import des datas dans des data warehouses de manière complètement décentralisée en utilisant Kite. Ouais, c'est ça, ouais. Faut pas oublier que d'un point de vue infra-informatique, aller consulter de la data on-chain, c'est quand même une chienlit et c'est pas accessible à tous les développeurs du monde. Alors qu'aller taper dans du data storage pour monter, j'en sais rien, un dashboard analytics ou n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile d'aller taper de la data on-chain dans Arweave de manière uniforme hein, que d'aller chercher Wheezy dans Babylone ou sur la chaîne en elle-même. Enfin, ça ouvre un monde d'applicatifs en fait, Web 2, Web 3, Web 1, Web poète infini en fait, à partir du moment où tu normalises la donnée chez Arweave ou sur S3 ou sur IPFS ou sur ce que tu veux. En fait, tu ouvres ça à tous les développeurs qui ont accès à ce socle technologique qui est quand même aussi un socle à haute disponibilité aussi hein, et très rapide. Il faut le comprendre. Ouais, mais après, le truc, c'est que moi, je vais quand même loin dans ma réflexion parce que je pars du principe que, admettons qu'en 2100, on a miné le dernier Bitcoin, enfin, la dernière fraction. Le problème, c'est que les mineurs, eux, ils sont récompensés sur le block reward. Et comme il n'y aura plus
block reward, puisque le minage, les bitcoins ils seront tous en circulation. Ils vont être quand ils vont miner, ils vont avoir quoi en retour à part les frais de transaction. Le problème c'est que les frais de transaction, si on peut faire du stockage comme ça et aller consulter de la donnée, ça va plus leur servir aussi du coup. Donc le minage, ça va plus avoir d'intérêt pour eux. Alors que c'est quand même le fondamental de Bitcoin, de pouvoir miner des transactions qui se valident sur un consensus tel qu'il est. Enfin, je sais pas. Vaste Peut-être que je me question, trompe, hein, mais... vaste question. On est, ouais, ça recoupe avec le sujet du live de Phil tout à l'heure de la TH. Effectivement, on fait de la projection Bitcoin. Mais oui, les consensus proof of work, si tu leur retires la rémunération de la preuve de travail, évidemment, ça pose des questions qu'on sera incapable de résoudre à moins de faire de la prospective. Mais... Moi, j'avais des questions, Paul, parce que j'ai un peu plus d'infos que la plupart des gens. Est-ce qu'il y a, justement, je pense que ça intéressera potentiellement les validateurs qui sont là, est-ce que, partant maintenant de ce business model qui est quand même assez bien établi, est-ce qu'il y a dans votre roadmap, au-delà de l'intégration de nouveaux protocoles à votre offre d'archivage, est-ce qu'il y a d'autres offres ou d'autres évolutions un peu de l'offre générale, on va dire, de l'entité Kive qui sont à attendre et dont tu voudrais nous parler ou pas encore? Alors, on a des produits. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il y a la Kive Foundation, qui est l'entité qui maintient Kive as a public good service, donc qui est une solution qui est faite pour être utilisée pour le plus grand nombre et par tout le monde. Et ensuite, on a une entreprise de développeurs qui construit Kive et on top of Kive d'autres produits qui peuvent être utilisés avec les datas qui ont été archivées, bien évidemment via Kive. Pour l'instant, donc on a releasé 2 produits, donc Casing que j'ai présenté et l'ILT Pipeline. On a le 3e du coup qui arrive, qui est du coup le Trustless RPC Endpoint pour par exemple Celestia, Avail, etc. On a un autre produit qui n'a pas encore été dévoilé, donc je peux pas en parler. Mais on a d'autres produits qui arrivent, qui seront utilisés par d'autres entreprises en fait sur le top de ces datas. Donc le but en fait c'est vraiment de monétiser les datas au maximum et on peut opérer en quelque sorte comme une marque blanche pour d'autres solutions type indexeur pour servir des datas. Donc si vous suivez un peu l'actualité par exemple des indexeurs, je crois qu'il y a 4 mois maintenant, 6 mois, vous avez The Graph qui a annoncé qu'il était possible de connecter des subgraphes qui vont directement query des datas qui sont storées sur Arweave. Donc on peut, The Graph n'a pas encore intégré les chains Cosmos par exemple, donc on peut imaginer que dans un futur proche, plus ou moins, en gros, il y aura des subgraphes qui pourraient query directement les datas qui ont été validées via Kive sur Arweave et récupérer ces datas et les servir via des subgraphes à leurs utilisateurs. Donc on a toute l'utilité, on construit ensuite avec les projets ou les gens qui ont des questions, des besoins, tous ces nouveaux produits au long terme. Du coup, ça répond un petit peu à la question de Wizzy qui dit, du coup, à terme, Kive sera une BC pour les entreprises B2B. Quelque part, oui, on est parti. En fait, oui. Et après, j'ai vu tout à l'heure passer Dune. J'ai vu tout à l'heure passer Dune dans les commentaires. Dune, c'est une solution pour visualiser de la data. Donc en fait, quand vous visualisez de la data via Dune, vous faites confiance à Dune d'avoir les bonnes datas parce que il vous provide les datas. Vous pouvez très bien avoir une solution comme Dune qui va aller prendre les datas de Kive parce que par exemple récupérer les datas de Cosmos c'est assez compliqué pour eux. Pour intégrer toutes les chains Cosmos sur Dune et ensuite des particuliers ou des analystes ou des professionnels vont se servir de ces datas sans pour autant savoir que c'est Kive, ils vont savoir que ça a été validé de manière décentralisée et trustless, mais donc ils vont savoir qu'ils utilisent la data correcte et ils vont s'en servir en tant que retail de ces datas. Mais après, c'est vraiment, en fait, on est vraiment un layer qui peut être utilisé par plein de solutions, un indexeur, un explorer, une solution de data analytics, accounting, un validateur,
ce que, en fait, ce que vous voulez créer avec de la data historique. Si vous voulez faire, je sais pas, une assurance avec de la data historique validée de manière décentralisée, vous pouvez le faire en soi. Vous pouvez dire, bah, s'il y a tant de choses qui sont arrivées sur blockchain X, tant d'événements au bout de tant de temps, l'utilisateur reçoit, je sais pas, une compensation sur ses jetons. C'est une idée, bah, vous êtes sûr que la data a été validée de manière décentralisée, de multiples sources de data, ce qui assure que vous créez en quelque sorte un fonds d'assurance décentralisé pour des utilisateurs, par exemple. Mais après, ça, c'est des usages qui peuvent être créés en fonction des idées ou création de tout à chacun, on va dire. Oui, une J'avais variété juste de choix, de pointage de données et l'exploitation de ces données archivées. Yes. Cisco, tu avais une petite question? j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez déjà exploré le fait de faire du cross-post sur différents providers? Parce que l'intégrité d'un protocole, bah, type Arweave, normalement, c'est bon, mais on n'est jamais plus, plus ou moins sûr d'avoir un parce que le checksum, finalement, est-ce que vous enregistrez le checksum du bloc dans votre bloc dans Kyve? Ou est-ce que à chaque fois qu'il y a une request qui passe par un proxy de Kyve, il va checker si le checksum, il est bon? Ou est-ce que vous pouvez faire un XOR? Enfin, parce que moi, je me disais que faire du cross-post entre Arweave et une autre solution, voire le plus de solutions possible, alors ça reviendrait plus cher aux uploaders, donc les validateurs, mais ça rajouterait un niveau de complexité, enfin, un niveau, pas de Le- trustless, parce que justement, on ferait une vérification à chaque fois, mais ça, en fait, ça donnerait du boulot au validateur qui devrait, en fait, à chaque fois checker que en fait, ce sera un nouveau produit pour Kave quasiment. Enfin, je sais Bah, pas si tu vois ce que je veux dire. ça donnerait plus de décentralisation aux data une fois storées. Alors, on n'a pas développé l'idée d'une même pool qui store sur plusieurs solutions de storage décentralisé. Mais la solution de plusieurs pools qui storent le même type de data sur plusieurs types de solutions de storage décentralisé est tout à fait possible, oui. Parce que, après, donc, faudrait construire un produit au-dessus euh, qui va utiliser les deux pools. Bah, c'est pas plus bête le design, parce que comme ça, tu es granulaire. Mais il faudrait construire un produit au-dessus pour avoir un niveau de sécurité supplémentaire sur la donnée altérée ou pas. Bah Possiblement payable en après, Kyve. c'est une idée. C'est une Bah, idée. non, mais je suis sûr qu'il y a un besoin non négligeable sur ce type de données-là, surtout avec des else factors en termes de latence. Tu vois, typiquement, faire des modèles d'HFT pour faire des backtests, des choses comme ça peut être intéressant, mais tu as envie d'être sûr que tu as de cross verification sur la donnée en fait. Et de dire, bah, ok, je sais que chez Arweave, ma donnée est split sur pas mal de nœuds. Et si quelqu'un arrive par X ou Y raison à modifier la data et que c'est une data critique, parce que vous ne faites pas de revérification une fois que ça a été posté. Non, mais on store le storage ID et le hash. Et en fait, s'il y a une modification sur la data, on pourrait le voir avec le hash. Et en fait, c'est ce qui garantit que si tu claims une pièce de data, exemple de blockchain X sur Arweave, si tu n'as pas le storage ID et le hash qui match la bundle qui est sur Arweave, tu sais que la data n'est pas valide en fait. Oui, mais c'est le principe que IPFS. Je pense que c'est ça, C'est plus ou non? moins le même principe au niveau de Kyve et la validation, c'est à peu près Non, c'est non, au niveau pas le même du principe. request de la donnée. Parce que c'est ce que je veux dire. En fait, une fois que les validateurs ils ont posté la donnée dans Arweave, les validateurs ils n'ont plus rien à faire. Donc maintenant, si la donnée elle est modifiée, parce qu'on unpin ou on repin par-dessus, potentiellement la donnée elle peut être falsifiée. Alors il faut avoir un nombre de clés suffisant pour pouvoir poster des choses comme ça. Mais c'est un. Tu peux pas remodifier la data sur Arweave. Ils l'ont intégré dernièrement, mais et de facto, tu peux pas remodifier la data. Tu Ok, peux pas donc c'est un. repin sur une pièce de data. Ok. Je savais pas que c'était possible ça, parce que justement sur IPFS, c'était un des points qui faisait que tu pouvais pas faire confiance aux données, c'est que tu pouvais réutiliser le même hash pour une nouvelle allocation. Non, tu peux pas sur Arweave.
Ok, Mais sur Filecoin, Filecoin IPFS, t'as des protocoles type Lighthouse qui permettent d'éviter ce problème. ok, Qui je me sont suis juste... en gros construire une solution à la Arweave sur Filecoin. D'accord, c'est intéressant. C'était juste que je me posais la question si ça avait un sens techniquement de... Enfin, si... Vu que tu as un trusted partner, mais qui lui est aussi décentralisé, s'il y a une modification de la donnée, est-ce que ça serait bien moi d'avoir plusieurs providers pour cross-post enfin cross-check en même temps qu'il y a une request? Mais encore une fois, Mais je dans tous pense les que cas, c'est intéressant d'avoir plusieurs providers pour storer la data parce que nous, enfin voilà, Arweave est décentralisé, mais ça reste quand même intéressant d'avoir les data sur plusieurs solutions de storage décentralisées au cas où on a un problème avec une des solutions de storage décentralisées. Ouais, c'est ça, ok, niveau robustesse ou niveau préférence aussi des consommateurs de la donnée, quoi. Ouais, je t'ai et- envoyé le lien dans la conversation du coup. Je t'ai envoyé Lighthouse Storage qui permet donc du coup, tu vois, qui te permet de store tes dossiers de manière permanente sur IPFS et Filecoin. Et t'as Web3Mine. Alors je sais pas je vois que leur marketing line a un peu changé, donc je sais pas s'ils ont switch de produit, mais ils ok, étaient normalement comparables à Lighthouse, donc je te laisserai regarder. ok, tip top. J'ai juste une petite question, mais ça c'est au niveau protocolaire, je pourrais regarder chez Arweave. Comment ils gèrent la latence? Enfin, quand on fait une requête de données, de qui va prendre, on va mettre le hash et l'ID, mais est-ce qu'il y a un système pour avoir le else le plus rapide? Ou c'est le premier qui répond et on y va? Ou En c'est fait, parfois... alors là, il faut regarder dans le yellow paper de Arweave, mais il y a un système d'incentivization pour que la personne qui répond le plus rapidement reçoive les rewards. Ok, d'accord. Et en fait, pour garantir que les datas storées sur Arweave soient toujours accessibles, tu as quelque chose qui s'appelle le proof of random access. Donc, en fait, ils vont vérifier le dernier bloc, plus un bloc au hasard qui a été miné précédemment, pour garantir Ok, que les datas soient toujours accessibles. ok, intéressant. Ça joue. Bah, je te dirai pas plus. Je vais me renseigner de mon côté. Non, il n'y a pas de souci. Mais le yellow paper et white paper d'Arweave sont très très complets, mais très très compliqués à expliquer. Toute la mécanique d'incentivize de Arweave et le fonctionnement de Arweave, quand tu regardes de haut, c'est assez simple à comprendre, mais si tu vraiment dig à l'intérieur, c'est très complexe. Et l'équipe est très 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 intelligente, c'est très très intéressant. Mais du coup, ouais, je te conseille de. Enfin, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout expliquer, Non, non, mais pas de souci. de C'était zéro. juste une petite question de fin en mode si tu savais, mais c'est pas grave. Tu peux aller voir l'équipe à côté. Ça joue. Mais bref, ouais, je pense que je prendrai quand même contact avec toi. Ça m'intéresse au moins d'approfondir un peu le sujet. Euh, alors pour devenir validateur ou pas, c'est une question, mais au moins peut-être au provider de données. Effectivement, ça peut rapporter trois cacahuètes en plus pour le salaire des gars, ça peut être intéressant. Bah après, même si vous voulez vous servir en tant que validateur de casing, c'est un outil qui est gratuit à utiliser. Donc, Mm. si vous voulez Ah, essayer, voir, ça permet de voir ce que fait le produit en fait. Et je pense que c'est une bonne première approche et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après, tu peux parler avec d'autres validateurs qui l'ont essayé. Je pense Crossnest, Imperator, IBS pourront t'en dire plus et te donner leur avis hors antenne sur le protocole, comment ça fonctionne, etc., etc. On va tous un peu faire pareil, on va libérer Paul. Je sais pas ce que tu en penses à Treyu, mais je crois qu'on a fait un super beau tour. Merci beaucoup. C'est au-delà de nos espérances. Et en même temps, ce projet est vraiment génial. Comme disait tout à l'heure Phil, c'est un projet à la fois super intéressant et puis qui éclaire sous plein de jours différents finalement toutes les problématiques derrière ces infrastructures dont on prend pour acquis qu'elles vont se développer, alors qu'en fait non, il y a encore plein de problèmes à résoudre pour que la data soit à la fois trustable et disponible pour tous. Et c'est vraiment cool d'en avoir appris beaucoup plus sur votre manière de faire. Ah, il y Et a de beaucoup savoir Alors, avec grand plaisir que vous êtes en train de développer des putains de partenariats en ce moment. Oui, vas-y Phil. Non, non, je disais, en plus, on en avait parlé, nous, plein de fois dans les lives de ce souci-là.
Et quand j'en avais discuté avec Paul, je mélangeais même d'ailleurs, moi, ces deux soucis entre data validity et data availability, pensant que justement, Oui. entre guillemets, ces données qui étaient stockées sur la partie Celestia, enfin qui étaient traitées sur la partie Celestia, étaient forcément gardées, alors que dalle, en fait, elles sont prunées tous les X jours. Et c'est vrai que ça, c'est un détail qui changeait beaucoup, parce que du coup, moi, je pensais que ce problème-là inhérent du data storage était réglé en soi par le data availability sampling, alors qu'en fait, que dalle. Et du coup, ces solutions-là Absolument sont pas, ouais. absolument nécessaires. Et voilà, c'est pas juste market fit, c'est juste essentiel. Sinon, on n'a pas de blockchain, hein. C'est toujours pareil. Si on fait que exécuter et décentraliser de l'exécution et que derrière on fait confiance sur le data storage, c'est toujours le même système, hein. Ouais, mais complètement. Mais vous, en tant que validateur, mais c'est vrai que même si on prend vachement de recul par rapport à la révolution Web3, dans un monde où il y a énormément de blockchains, je pense notamment aux blockchains B2B, tout ce qui va indexer la valeur, les assets, l'IP dans les boîtes, etc. Enfin, il y a toujours plus de montants de données monstrueux qui sont générés autour de ces logiques de blockchain. Il faut qu'on résolve, enfin, votre arrivée est absolument essentielle. On se souvient pour certains du web à une époque où le storage était vraiment cher et des choix cornéliens que c'était de maintenir l'archive d'un business, etc. Enfin, c'était l'enfer sur Terre et concrètement, ça correspond à ce qu'on appelle l'avant Web 2 en fait. Ouais, et puis L'avant c'est les Web mêmes partout, donc si on problèmes veut que le Web qu'on 3 se a. généralise. Bah oui, bien sûr. Et C'est les aujourd'hui, mêmes vous, votre problèmes, storage est c'est la même redevenu hyper révolution cher. que Exactement. Web 2, sauf que Exactement. là, c'est du storage post-exécution. Alors aujourd'hui, c'est bon, on a résolu les soucis de scalabilité au niveau de l'exécution, on peut pratiquement process autant qu'on veut. Ça n'empêche pas Ouais. toujours le problème de c'est bien, une fois qu'on va exécuter autant de transactions qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait de l'historique? Voilà. Comment on va gérer ce système-là? Et c'est assez rigolo parce que tu vois qu'effectivement, c'est des systèmes qui vont se répéter à chaque fois. Enfin, non seulement c'est prévisible que ces systèmes-là vont devenir très vulnérables et qu'en plus de ça, on voit tout de suite qui va être en première ligne de mire là-dedans, hein. Ouais, justement, pour Mm. rebondir à ce que tu viens de dire, Phil, au niveau du fait que le stockage, il faut le garder. Est-ce qu'un système comme les L2 sur Ethereum qui vont arriver avec le système de blob pourrait pas être une avancée dans le hub de Cosmos, justement, où il y aurait une blockchain par exemple Cosmos, par exemple, la blockchain mère, qui viendrait récupérer justement les empreintes des blobs d'une autre blockchain qui exécuterait justement toutes les transactions et qui viendrait stocker justement tous les blobs en partie. Tu fais la même erreur que moi à l'époque, c'est-à-dire que tu mélanges data availability et data storage. C'est bien deux choses différentes. Ce qui se fait déjà aujourd'hui et qui est assez market fit, puisqu'on le voit, c'est de la cross data availability, c'est-à-dire on pose des preuves d'availability, voire éventuellement des preuves de validité, cross-chain, ce que disait tout à l'heure Cisco, ça peut être pas mal effectivement d'avoir plusieurs sources de vérification pour faire du cross-checking, mais ça sous-entend toujours le problème du data posting et du storage, c'est-à-dire derrière cette donnée, comment on s'assure qu'elle est stockée et de façon décentralisée. Prouver son immutabilité, on sait faire avec les preuves cryptographiques, mais là où ça pose souci, c'est être garanti et construire un modèle économique sur ce data storage et s'assurer que la data soit disponible si besoin. Parce que si tu veux, le problème derrière, c'est pas juste de stocker sur des disques durs, c'est de s'assurer que ces disques durs soient accessibles par le réseau. Ça, c'est un autre problème qui viendra dans peut-être 5 à 10 ans. Mais là, aujourd'hui, stocker, c'est pas trop problématique. C'est surtout une problématique de coût et il faut construire un modèle économique là-dedans. Et Kive ou Kiv en fait partie. Tu vois, je veux dire, c'est un des différents maillons de cette chaîne de valeur qui va se construire autour du data storage, data validity, data availability. Voilà, tout ça, c'est des processus qui travaillent en parallèle. C'est franchement la merde parce que les dénominations sont pas très intelligentes et elles peuvent être très confusantes pour les gens. Parce que comme toi, j'ai fait la même bêtise. Voilà, Ouais, mais j'ai après, clairement ouais, confondu c'est les deux. que le stockage, il va fonctionner bien, non? Parce qu'au final, si tu stockes toutes les données de chaque blockchain, pour un validateur, un disque dur, ça va lui revenir un bras, parce qu'à un moment donné, la production des disques Non, mais durs, elle non, non, va non, arriver à justement, tu as des saturation, quoi. systèmes comme eux avec leur casing, c'est-à-dire qu'après, en fait, un validateur Cosmos, il peut tout à fait tourner avec la data prunée à 21 jours. Et dans ce cas-là, il est juste obligé d'utiliser le système K5 pour être sûr que, si tu veux, son state 5, il soit correct, et qu'à partir de là, tu peux exécuter, si tu veux, avec confiance. Bon, normalement, un node ne fait pas trop ça aujourd'hui, parce que je te rappelle qu'on a du stake, nous, en tant que validateur, exécutant, et si on se plante dans notre state 5 ou un truc comme ça, et qu'on valide une transaction qui n'est pas valide, on se fait péter 5% du slash, hein. Enfin, on se fait péter 5% du capital déposé. Donc, c'est toute ta réputation qui vole en éclats. C'est une catastrophe, quoi.
Ouais, ouais. Donc, le state 5 aujourd'hui, ça paraît peut-être pas important, mais je te garantis, c'est pratiquement sûr et certain que de toute façon, on est sur des systèmes informatiques, même s'il y a plein de cross-validity, de checking, de contrebalance, etc. Il y a forcément un moment donné où des erreurs informatiques vont faire des erreurs de state et ça va se propager et il y a des mecs qui vont se faire slasher avec ce genre de conneries. Donc, c'est hyper crucial. Après, bah, si tu fais ça sur une petite chaîne de merde avec un tout petit consensus, bon, c'est pas grave, tu vas te faire péter 5% du stake. Tu t'amuses à faire ça quand c'est toi, l'élu de production de blocs sur Ethereum, tu vas chialer ta race parce que ton bloc va être refusé. Tu fais ça sur le hub, boum, 5% de slashing sur tous les dépôts de tes délégateurs. Pareil, tu peux, en fait, ces erreurs vont arriver. Ça, c'est une des sécurités qui va permettre d'éviter ces trucs-là. Tu pourras, entre guillemets, t'assurer que ton state est bon en faisant des cross-checking de state 5 ou des trucs comme ça. Et ça, c'est des services, c'est clair que les validateurs vont s'en servir. Aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, ça paraît secondaire et pas forcément très utile parce qu'on fait des compromis pour éviter d'ajouter des surcoûts. Mais je te garantis que demain, quand on va voir le coût réel de quand ça frappe dans ta gueule, je te garantis que le petit coût subsidiaire que pourra ajouter ce genre de service, tout le monde le paiera. On se posera même plus la question en fait. Ouais, d'ailleurs, on parle Ouais. de stockage, il y a Vitalik qui a posté un truc il y a 5 jours. Et Sony, justement, Sony de Osmosis, qui lui a répondu parce qu'il cherchait un endroit pour pouvoir récupérer, pouvoir publier des données qui ont été stockées et qui ne trouvaient pas de blockchain. Et Sony, il a dit, mais le hub le fait très bien. Non, mais toutes les chaînes le font très bien en fait. C'est, Je c'est, vous mets le, c'est... je vous mets le tweet dans la discussion. Ouais, ouais, si tu veux. Bon, Mais après, juste pour attends, parce revenir sur ce que tu disais, qu'effectivement, Weedy, après, vas-y. on va peut-être les Ouais. laisser clôturer la discussion, Ouais. éviter de pas emmerder tout le Ouais, monde. Là, ouais. on dérive. C'est C'est ça. peut-être pas. Je, Voilà. je vais, Oui, je vais non, mais juste on a l'habitude. clôturer vite Mais Oui, attends, oui, mais juste après, je live. voulais rebondir sur un truc qu'a dit Weedy. Juste pour clarifier un point, c'est drôle parce que ouais, il y a eu une. C'est marrant la confusion que tu as fait, Weedy, non pas soit entre data availability et data validity, mais ou availability, validity, etc. Mais c'était une autre confusion que tu as faite. C'est drôle parce que c'est contradictoire avec ce que fait Kyle justement. Tu disais, mais du coup, si on passe notre temps à stocker les datas de toutes les blockchains, le besoin en stockage, en disque dur, etc., va exploser. Et c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse. C'est parce que Kive stocke les blockchains que les autres n'ont pas besoin de les stocker, justement. Et que du coup, on peut libérer de la place partout. Là où Phil disait, un validateur peut tourner avec 21 jours d'historique, il peut d'autant plus le faire qu'il a confiance dans un partenaire trustless et avec une chaîne de validation souveraine fiable pour avoir stocké justement les données valides et du coup qu'il n'a pas besoin lui de les stocker. Et par rapport à ce que tu disais aussi Phil, ce qui est assez intéressant aussi avec le modèle de Kive, c'est demain le coût en fait RH et infrastructurel et tout le bordel de l'onboarding de validateurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de blockchains qui onboard de plus en plus de validateurs. Il y aura toujours plus de coûts énormes à embarquer ces dizaines, centaines ou milliers de validateurs. Et donc d'autant plus que la chaîne aura d'historique et donc le stating sera compliqué et lourd à faire, etc. Oui, qu'il faudra des archival nodes et tout le bordel. Donc tout ça, si on peut le limer avec la présence d'un Kive, avec un coût forfaitaire qui permet d'être rentré dans le business model d'une fondation blockchain, etc., c'est vachement bien aussi. Ouais, Ça mais aide, c'est ce ça, que je ça donne disais. beaucoup d'espoir quant à la décentralisation. Non, mais il y a clairement un upside. Moi, le but, c'était pas de dire le token. Non, déjà, le token ne va pas à zéro, c'est pas ça. Mais il est intrinsèquement corrélé à l'utilité. Et c'était ça que je disais. C'est pas un token sur lequel tu peux spéculer sur la valeur. Il est intrinsèquement corrélé à la demande de son utilité primaire. Et c'était là où je disais attention, si tu introduis une notion spéculative avec des retails qui commencent à spéculer sur la hausse ou la baisse du token, c'est dommage parce que ton token est une monnaie d'intermédiation dans ce système. Tu veux surtout sa stabilité. Maintenant, il est clair que ce système-là, il va tendre vers un état de stabilité qu'il n'a pas encore aujourd'hui, parce qu'il n'est clairement pas en pleine capacité de ce qu'il va pouvoir délivrer. On libère Donc, et juste voilà. une chose, Bon, je remercie tous les participants. Merci Paul pour ton intervention. Ça a merci permis beaucoup. de comprendre, de vulgariser, de comprendre les aspects, la distinction entre la data validity et le reste, et le rôle de Kive dans tous ces aspects, et l'intérêt pour le B2B, pour les validateurs, pour le retail, si tant est qu'il y en ait, à mesure proportionnée. Donc, je vous remercie tous. On va clôturer le live. Je vous dis à bientôt pour un autre et on arrête Allez, l'enregistrement ici. Merci à tous et on merci reste pour ceux beaucoup. qui veulent continuer et poursuivre les discussions.